France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver, c'est vendredi et c'est le retour du Marseillais Morad Goual. Comment ça va Morad ? Très bien Christophe, bonjour aux auditeurs, mes meilleurs vœux à chacun de vous tous. Et puis je suis désolé, j'ai laissé le soleil à Marseille et on a encore le ciel gris, la pluie et le vent à Paris. Oui, vous avez un peu Pour de ne pas pluie changer, aussi. pour ne pas changer. Oui, à Marseille vous avez un peu de pluie de temps en temps aussi quand même. Alors Marseille a été sacrée la ville la plus ensoleillée de France en 2017 mon cher Christophe. Et nos auditeurs pourront le confirmer, 3010 heures par an de soleil, loin devant Nice et Solenzara en Corse. Bien entendu Paris n'est même pas classé, Ouais, on s'y évidemment. attendait. Oui, on s'y attendait effectivement. Alors toi qui vis maintenant à Paris... Je vis pas, je survis ici. Oui, t'es bien quand même Paris, la Ah capitale ouais. quand Non, même. non, c'est une super ville. La vérité, j'invite tous les auditeurs à venir y passer quelques jours. C'est une ville, elle est super belle au niveau de l'architecture, au niveau de l'histoire, c'est juste passionnant. Et puis c'est une ville romantique. C'est une ville où vous allez aimer revenir avec l'homme ou la femme de votre vie et vous partagerez. Est-ce ces à dire que fameuses- Marseille n'est pas romantique ? Marseille est belle. Marseille est une ville de fête, mais Paris est une ville romantique. Ouais, Ouais. bon. Parfait. Mon cher Morad, donc tu as passé de bonnes fêtes ? Tout s'est bien passé ? Bon pied, bon oeil. On est Bon. bien reparti. Bon, eh ben c'est parfait. En direct avec vous jusque 18h, chers amis auditeurs, auditrices, plutôt auditrices, auditeurs, avec un programme, ma foi, chargé. Et vous allez pouvoir évidemment et comme d'habitude participer en nous appelant 01 40 33 9000. Voici le programme, le menu de cette émission de ce vendredi 5 janvier. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission, de ce grand forum de ce vendredi, Palestine, l'aide de Facebook à l'occupation israélienne, le célèbre réseau social aurait convenu d'un accord avec le gouvernement israélien pour supprimer des publications d'activistes palestiniens jugés inappropriées. Nous y reviendrons dans un instant. Nous partirons ensuite au Maroc où la police judiciaire de Fès a interpellé mardi 2 janvier dans la soirée un touriste français de 58 ans soupçonné d'agression sexuelle sur 2 filles mineures. Le Maroc prend-il ce problème au sérieux ? Comment en finir avec le tourisme sexuel ? Voici les questions que nous nous poserons avec vous tout à l'heure. La France maintenant, et on fait souvent dire ce que l'on veut aux chiffres. Alors oui, c'est une avancée notoire, les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'Assemblée nationale, mais cette avancée est un leurre puisqu'elles n'occupent finalement pas de poste à responsabilité et cela dure depuis 1958. La question du jour maintenant, France annoncée en novembre par Emmanuel Macron. La politique de rapatriement au cas par cas des Français de Daesh capturés en Syrie et en Irak, notamment les femmes et enfants, est mise à l'épreuve par des demandes de retour relayées par des avocats. La France doit-elle les faire revenir pour les juger ? Selon vous, vous répondez oui sur Facebook ou non, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin et pour finir, tout à l'heure, Libertad, le numéro de téléphone pour nous joindre 01 40 33 9000. LGF, le grand forum avec Monsieur Morad Goual en ce vendredi 5 janvier. Oui. Vendredi saint. 2018. On se trompe pas. Hein. Vous savez que c'est toujours assez compliqué lorsqu'on fait des chèques en début d'année. On a tendance à se planter, de se croire toujours en 2017. Non, il faut bien mettre le 2018. Il y a pas mal de chèques d'ailleurs qui vont être rayés. Au niveau de la date, ça va être un peu dégueulasse, quoi. Mais bon, ça, c'est le temps de s'y faire, quoi, Morad. Non, t'inquiète pas. Ah oui, ça rentre vite, toi, c'est bon. Tout va bien, tout va Bon. bien. Question du jour, Morad. Je te la pose parce que ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait réagir, ça fait même, ça occasionne d'ailleurs quelques débats assez houleux sur les différents médias français. C'est à propos des retours des djihadistes partis en Syrie, dans la zone irako-syrienne, et notamment ces femmes qui, pour quelques-unes d'entre elles, ont écrit au président de la République Emmanuel Macron pour donner leur envie, en tout cas, de revenir ici en France afin de répondre de leurs actes, d'être jugées ainsi ici. Alors, il y a eu quelques femmes, effectivement, qui ont été ramenées ici en France, surtout et en particulier des enfants. Et c'est sur ça que d'ailleurs Emmanuel Macron a répondu que il s'agissait de faire du cas par cas. Est-ce que toi tu es pour le retour de ces femmes en particulier pour qu'ils soient jugés ici en France, Morad ? D'abord, pourquoi elles seraient jugées ? Il faut se poser la question. Parce que... pour complicité par exemple. Ouais, d'accord. Ben, la France, elle est partie aussi combattre en Syrie. Et quelle différence on fait aujourd'hui entre ces pauvres dames qui sont parties pas forcément combattre, mais en tout cas rejoindre leur époux, leur concubin, ce qu'on veut, et ou éventuellement se faire endoctriner, mais ça c'est autre chose. Et quelle différence on fera entre ces femmes-là ou ces jeunes-là et tous ces jeunes Français qui s'enrôlent pour Tsahal, pour faire la guerre en Palestine. Pourquoi les uns seraient des criminels et les autres seraient juste des militaires ?
Il faut qu'on pose la question comme ça. Et après, la seconde question, moi je me la poserai pas dans le sens de savoir pourquoi, s'il faut qu'elle rentre en France ou pas. Moi je dis qu'il faudrait qu'elle rentre en France pour qu'on comprenne pourquoi elles sont parties. On a payé pendant 3 ans une cellule de déradicalisation qui a servi au seul intérêt de la famille de Dounia Bouzar. Je crois qu'aujourd'hui on a du moins, de la matière pour travailler. Ça serait bien de l'avoir à portée de main et d'y consacrer du temps et des moyens. Effectivement. Alors, et pour ce qui est du retour des hommes cette fois-ci partis, eux combattre. Ouais, mais qui rentrent. Après, s'ils ont commis un crime, c'est à la justice de dire s'ils ont commis un crime. Je vous comprends même pas pourquoi elle se pose la question de savoir s'ils peuvent rentrer ou pas. Ils sont français, qu'ils rentrent. S'ils ont commis un crime, ça sera à la justice de le dire. Aujourd'hui. Pour être tout à fait concret, il y a des hommes sur place qui pour le coup, François Hollande l'avait admis quand même. Il a été recommandé par la France de les liquider directement sur place parce qu'ils représentent un danger important. Et c'est vrai que la population ici en France n'ont pas envie qu'ils rentrent parce que de peur qu'ils commettent ou qu'ils aient des intentions évidemment de commettre des attentats. Avec la France, alors comment on fait? La France n'a pas d'autre solution que de les accueillir parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même français, ils n'ont pas été déchus de leur nationalité, ils sont pas apatrides. Donc l'État syrien est en droit, je pense qu'il le fera rapidement, de les expulser. Il ne pourra les expulser que vers la France. Donc où la France sort grandie de ce conflit en disant je récupère mes concitoyens, je m'en occupe, soit diplomatiquement on se fait marcher par la Syrie sur les pieds et la Syrie nous les enverra par des avions charter et voilà, on va connaître un peu les expulsions charter nous aussi. Ouais. Alors vos avis nous intéressent là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Mourad pour le coup 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, pour nous dire effectivement si vous êtes d'accord ou pas avec lui, si pour vous il faut que ces personnes rentrent pour se faire juger ou en tout cas répondre de leurs actes. Alors on sait qu'il y a quelques femmes qui sont rentrées, quelques-unes d'entre elles sont en prison, d'autres sont en liberté surveillée, et donc il va y avoir donc quelques procès. Alors pour ces femmes en l'occurrence qui pour la plupart n'ont pas combattu mais ont été elles sont complices, se sont rendues complices en tout cas. Elles ont été utilisées par Daesh pour notamment faire des enfants. C'était un petit peu l'objectif pour que ça se reproduise, des génitrices donc pour qu'elles fassent un maximum d'enfants, pour la plupart d'ailleurs mariées plusieurs fois, puisque le premier mari étant mort, se marier une deuxième fois, puis une troisième fois. Enfin voilà, c'est des conditions terribles finalement. Je dis que si elle rentre, il y a quelque chose de très pertinent à faire. Ouais, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions qu'on se pose, mais qu'on ne pourra jamais poser officiellement et pour lesquelles on n'aura jamais de réponse officielle. C'est de comprendre. L'État Daesh a fonctionné en vendant du pétrole. En dehors de tout aspect terroriste qu'il a pu endosser, l'État islamique a vendu du pétrole. Donc s'il vend du pétrole, il est payé. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise de quelle manière il a été payé, quelle a été la banque qui a été le réceptacle de ces paiements. L'État islamique a pu communiquer. Donc j'aimerais savoir quelle est la source qui a permis à l'État islamique de bénéficier de supports informatiques et Internet pour communiquer. Donc toutes ces questions, je pense qu'on pourra les poser à travers un procès. Et on aura des réponses à travers un procès. Et je pense que c'est un peu ça qui fait aussi peur à la France, parce que quand on va se rendre compte que l'État islamique bénéficiait de banques européennes et américaines, que les systèmes de télécommunication étaient des satellites américains et chinois aussi, voire russes, quand on aura des réponses à tout ça, je pense que le petit Français moyen qui passe ses journées devant BFM à sanctiogéniser, on va se poser la question de se dire, finalement, je crois qu'on est en train de me prendre pour un con et que Daesh n'était pas si terroriste que ça, parce que si les Américains leur prêtaient Internet et que les Français ou les Européens leur géraient leur compte en banque, c'est que quelque part, il y avait sûrement quelque chose de bon chez ces gens-là, quoi. On va prendre l'avis du docteur, qui est un docteur donc syrien, qui est avec nous. Alors la question, elle est claire, docteur. Faut-il, oui ou non? Bonjour mes amis, monsieur Mourad. Je vous ai appelé hier, monsieur Christophe. Je suis franco-syrien. Voilà, donc c'était à propos de votre question, je pars droit, c'est malheureusement le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui, alors, est-ce qu'il faut qu'il rentre? Oui, écoutez, actuellement, ces Français terroristes sont là-bas. Il y a une partie en Irak, une partie en Syrie. C'est pas des scoops que je vous donne. Et la France, docteur, est le pays européen à avoir envoyé le plus de monde. C'est 1300 à peu près, je vous donne un résumé. 1300 se trouvent dans les zones de combat, femmes, hommes, et j'exclus les malheureux gosses. Voilà. Bien sûr. Gosses, oui. on va les mettre
à l'écart, parce qu'on va rester quand même droit dans nos bottes Il y en a humains. quelques-uns à la DAS aujourd'hui d'ailleurs, qui sont Voilà. revenus en France et Des bébés de 6 mois, 2 ans, Ouais. tout ça, c'est triste, même C'est à en dramatique. parler. Absolument. Ça fait froid au dos, tous ces pauvres gamins. Maintenant, d'après nous, la ministre de la guerre, j'ai oublié déjà son nom, c'est madame, j'ai oublié son la nom. ministre de la De Justice. la défense, de la défense. De la défense, Oui. de la défense. Voilà, il me Pas de la rattrape. guerre. Merci, monsieur Mourad. Oui. Et voilà, donc, ou la ministre de la Justice. Là, le problème, Non, c'est la ministre de la Justice ce matin qui s'est exprimée, je crois. voilà. Là, le problème, c'est que ces gens-là sont entre les mains en Irak, que la France a reconnu l'État irakien, parce que là, ils disent, bon, maintenant, mais sachant qu'il y a des exécutions, il y a des condamnations à mort en Irak. Oui, la peine de mort, ouais. Voilà, donc on peut rien retirer. Et en Syrie, sont entre les mains de Kurdes. Des Kurdes, ouais. Des Ouais. Kurdes, donc pareil, il faut pas aller chercher. Et les Kurdes, actuellement, la seule réponse viendra des deux chefs d'État, messieurs Macron et monsieur Erdogan. Qui se sont vus à midi d'ailleurs. Voilà. Donc actuellement, Erdogan, il dit on va pas combattre des terroristes par des organisations terroristes. Explication, pour lui, c'est les Kurdes tous en entier. Syriens, Irakiens et surtout Turcs sont des terroristes. Kurdes, Ils Kurdes. sont- Les Kurdes, Kurdes, oui. pardon, Ouais, K, ouais. avec PKK, machin, Tout à tout fait, ça. ouais. Et actuellement, la France, d'après les résumés, il y a quand même un mini-État à Kamishli. Regardez la carte. Et Kamishli, il y a ce qu'on appelle les soldats alliés du côté du régime syrien. Et la France aimerait bien qu'ils tombent entre leurs mains pour que, comme vous le dites, soient expulsés vers la France pour aller dire ce qui se passe. Maintenant, il y a des échanges qui vont se faire. De toute manière, la France est en droit de les ramener pour les juger, ici même. Est-ce qu'elle en a envie, docteur? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'elle en a concrètement envie, la France, de faire revenir tous ces Ça coûte personnes cher. parties? C'est pas que ça coûte cher, c'est que l'opinion publique c'est va pas absurde, forcément le comprendre et que la France a envie, en fait, quelque part de s'en débarrasser, de faire le sale boulot par les gens sur place, en l'occurrence en Irak Bachar, et en Bachar Syrie. et les Kurdes. Voilà, maintenant les Kurdes et Bachar. De toute façon, cette question est très complexe et compliquée. Ça se répond dans les semaines à venir, monsieur Christophe. Parce Oui. que là, on attend, après Astana, on va attendre Sochi vers fin janvier, là, ce mois-ci. Et monsieur Macron, notre président, il a dit, moi j'en ai marre d'avoir les Turcs, même les Iraniens et les Russes, qui traitent le problème de la Syrie. Sachant que on en a discuté il y a 7 ans, ça passe le temps, monsieur Christophe, que c'est De Gaulle qui a abandonné la Syrie en 47, 46, 47. Oui, alors on va pas s'éloigner, docteur. Oui, alors On pour va vous, rester là. Et donc la France a envie de retourner. Il y a des intérêts. La France est appelée par une partie de la population syrienne. De toute façon, la solution, c'est une fédération en Syrie. Donc ces gens-là, ces terroristes, entre les mains de quel des 9 États? Bon, on en a parlé. Il y aura 9 États syriens. Donc, on parle plus du peuple syrien. On parle, comme on en a déjà discuté, des peuples de Syrie. Shu'oub Souria. Voilà. Donc, actuellement, la France, de son devoir de les récupérer et les juger ici en état de droit D'accord. et faire des échanges avec les gens là-bas, ses alliés ou, il l'a dit, monsieur Macron. Donc, c'est pas mon allié le régime, mais je suis dans l'obligation d'en discuter. Parce qu'il veut oui, retourner. il a dit en clair, notre ennemi c'est Daesh et l'ennemi des Syriens c'est Bachar el-Assad. Mais on Par se exemple, doit de discuter avec les représentants de Bachar el-Assad. Par exemple, mais il faut aller demander l'avis de monsieur Poutine actuellement et monsieur Erdogan qui change de veste tous les 2 mois ou tous les Alors mois. par contre, ce qui m'a un peu choqué et interpellé, messieurs, Oui. par rapport à la venue d'Erdogan à Paris, Oui. on a vu d'ailleurs les médias qui le qualifient alors d'islamo-conservateur Par exemple, d'Erdogan, une visite très controversée, et on a publié, enfin médiatisé les manifestations qui étaient contre sa venue. Je rappellerai à tous ces médias qu'il y en a un qui est venu au début décembre qui s'appelle Netanyahou et qui a un peu plus de sang que Erdogan sur les mains en l'occurrence. Oui. Et qui a aussi occasionné des manifestations. Alors pourquoi ne pas avoir montré ces dernières? Il y a quand même deux poids deux mesures, encore une fois. Hein. Parce qu'il y a un lobby arménien qui est très puissant en France. c'est actuellement, c'est-à-dire là, je défends personne. On va rester neutre entre tout ça, n'est-ce pas? Donc actuellement, il y a des intérêts bancaires
Je vous apprends rien. Et actuellement en Syrie, l'intérêt qui va reconstruire le pays. Donc actuellement Erdogan, il veut par la porte syrienne rentrer en Europe, cet islamo-conservateur. Vous voyez, donc actuellement, il y a du docteur, vous savez, le terme d'islamo-conservateur à propos d'Erdogan, d'abord, il est inapproprié, il est erroné, puis c'est un terme qu'on a commencé à lui coller à la peau. Lorsque le journaliste français qui a été libéré il y a quelques semaines était emprisonné, et c'est le lobby médiatique qui s'est emparé de l'affaire pour faire libérer leurs collègues, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler islamo-conservateur. Il faut pas oublier qu'Erdogan, il a fait 2 ans de prison avant d'être Premier ministre et président de la République turque, et que en termes d'islam et de modération et de modernité de l'islam, je crois qu'il donne des leçons à beaucoup de gens. Le peuple turc donne des leçons. Et le peuple turc absolument. C'est un homme que je respecte et je fais très attention à la manière dont on parle de lui. Avec vous, actuellement, malheureusement, on va jouer aux échecs dans tous les sens là-bas. C'est-à-dire, il y a une guerre par procuration. Je vous apprends pas. Et actuellement là-bas, la vraie 3e guerre là-bas, par procuration entre X, Y, Z. Mais n'empêche qu'il y a la 3e guerre froide qui démarre. Pour eux, la question syrienne est toujours prenable par rapport à la question de Corée, des 2 Corées, par rapport à la question iranienne. Même les Iraniens, ça les arrange que ça continue en Syrie même. Vous voyez, donc c'est compliqué. C'est les Syriens qui payent. Ils le cherchent d'ailleurs. Ils souhaitent agrandir l'État turc, l'État kurde aussi, c'est pour ça. Ah ben l'État kurde, c'est l'ennemi majeur des Turcs. Alors que la France actuellement est alliée avec, c'est compliqué l'équation. Il l'a dit Charles de Gaulle, c'est l'Orient complexe et compliqué. Voilà, donc merci docteur en tout cas. Il est parti. Allez, je vous souhaite un bon fin après-midi et que la paix soit sur nous dans le monde. Merci docteur. Vos avis nous intéressent donc concernant le retour de ces alors c'est vrai qu'il y a des termes utilisés, djihadistes, qui est pas franchement un terme adéquat. On va parler plus de personnes qui sont parties dans la zone irako-syrienne pour ces femmes qui se rendent complices par la force, pas par la force des choses, mais qui sont parties peut-être en toute innocence au départ. Pour ces hommes, c'est autre chose, qui se sont laissés endoctriner pour le coup par des personnes qui ont su capter un certain mal-être et un désarroi profond chez ces jeunes gens, pour la plupart, qui sont partis donc dans ces zones pour combattre, sans savoir d'ailleurs trop pourquoi ils combattaient. Et ni où ils allaient surtout. Ni où ils allaient. Enfin, ils savaient qu'ils allaient en Syrie, mais pas vraiment où ça se situait sur une carte, peut-être. Mais ce qui est intéressant, Christophe, c'est de voir le profil des uns et des autres. Les garçons, majoritairement, il s'agit de Maghrébins, voire de Turcs. Partie de France. Hein. Par contre, les profils des femmes, c'est beaucoup des franco-françaises, en fait, de souche, des européennes, converties soit avant le mariage, soit pendant le mariage ou après le mariage. Et c'est vraiment des profils qui seraient intéressants de voir et d'analyser, parce que ça va nous aider à comprendre le cheminement vers l'endoctrinement. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question du jour sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur Twitter, LGF officiel. Je rappelle, vous êtes 54% sur Twitter à estimer que oui, il faut que tout ce beau monde rentre pour être jugé ici et répondre de leurs actes. Et sur Facebook, c'est très partagé, puisque vous êtes 50%, 50. Voilà, c'est kiff. Alors ça risque d'évoluer, évidemment. N'hésitez pas à nous donner votre manière de penser en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Tiens, j'ai envie de faire un petit tour en Tunisie, pour en bref vous parler que l'instance Vérité et Dignité, chargée de la justice transitionnelle, poursuit son travail. Hier, elle a organisé les auditions publiques de victimes des émeutes du pain. C'était en 1984, il y a presque 34 ans. Les émeutes qui avaient fait plusieurs dizaines de morts, c'était sous la présidence de Habib Bourguiba. Les prix des produits céréaliers avaient augmenté. L'instance Vérité et Dignité, qui travaille sur les crimes commis sous l'ère Bourguiba et celle de son successeur Zine El Abidine Ben Ali, a pour mission, je rappelle, de donner la parole aux victimes pour qu'elles soient réhabilitées et qu'il y ait une forme de réparation. L'instance Vérité et Dignité, qui a commencé ses travaux, rappelons-le, en 2014, a déjà mené plus de 50 000 auditions. Elle a jusqu'au printemps pour finir de recenser les exactions commises sous les régimes Bourguiba et Ben Ali. C'est une bonne chose, ça, Mourad ? Je pense que ça va être une simulacre de justice, un peu comme on le connaît dans les pays du Maghreb. Moi, je pense que la Tunisie devrait aller vers la paix, la concorde civile, comme l'a fait l'Algérie avec tous ceux qui ont été concernés par la décennie noire. Parce que faire des procès de masse en quantité,
dont on sait déjà les aboutissements judiciaires, les sanctions qui seront appliquées ou pas. Puis est-ce qu'on va vraiment juger les bonnes personnes? C'est ça la question aussi. Et puis tiens, on va faire, puisqu'on est au Maghreb, faire un petit tour aussi dans l'est du Maroc. Les habitants de Gerada manifestent depuis 2 semaines. Vous le savez, ils ont surnommé leur province minière la Silicon Valley, car les travailleurs qui font extraire du charbon sont nombreux à souffrir de cette maladie des poumons. Les acteurs sociaux parlent de 6000 malades. Abdelawad Oumani, qui est président de la Confédération démocratique du travail, voici ce qu'il dit. Les jeunes travailleurs dans les mines illégales, ainsi que les femmes qui trient le charbon et qui sont exploités par les empereurs de ce commerce du charbon, tous souffrent de la silicose et ne bénéficient d'aucun système de sécurité sociale. Quant aux matériels médicaux, nous les avons vus à l'hôpital lors de la visite du roi en 2011. Mais une fois le roi reparti, ces instruments ont disparu. Pourquoi tout doit être lié à la personne du roi? D'accord, la personne du roi doit être respectée, mais il ne faut pas que tout dépende de lui. Nous faisons un lien entre le roi et les médicaments, le social et même la culture. À la fin, le roi est le roi et les médicaments, c'est les médicaments. En réalité, on ne fait que de la publicité. Si le roi va à l'Océima, nous emmenons les matériels avec lui. Nous faisons de même quand il vient à Gerada, à Fès. On dirait que ces matériels médicaux sont faits pour être baladés avec le roi et non pas pour s'occuper de la santé des gens. La santé doit être sacrée, comme le roi, comme la religion. Et je parle évidemment de la Silicon Valley. Pas Silicon. Ouais, pas Silicon Valley, absolument, qui n'a absolument rien à voir. C'était le président de la Confédération marocaine démocratique du travail, donc qui répondait donc aux questions de RFI. Et puis un petit tour aussi en Algérie pour vous parler qu'apparemment il y a eu comment dirais-je, une bataille rangée contre les médecins à Alger. Ouais, dans un hôpital, des étudiants qui ont été bastonnés, tout simplement. Tout à fait. Pour le coup, matraqués. Qu'est-ce qui s'est passé, Morad, exactement? Alors, honnêtement, je connais pas la genèse de l'histoire. Je sais juste qu'à la fin, il y a 2-3 étudiants qui se sont bien fait lyncher. Après, ça a été amplifié, repris en boucle, parce que voilà, dès qu'on a le moyen de taper sur quelque chose, on s'en sert. J'ai pas connaissance de la cause réelle. J'ai été pris par mon travail ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de vérifier un peu toutes les infos, mais bon. Je vais dire c'est une crise sociale comme il y en a toutes les semaines en Algérie et voilà, celle-là, elle a fait parler un peu plus d'elle que les autres, mais bon, l'Algérie va mal et ces médecins qui ont été tabassés sont les symptômes d'une Algérie qui va de plus en plus mal, quoi. Je te présente quelqu'un que tu connais qui s'appelle Sofiane Lakdari. Comment ça va, Sofiane? Bonsoir Christophe, bonsoir Mourad, bonsoir tout le monde. Bonne année, meilleurs vœux. La santé. Peut-être en sais-tu plus, toi, sur ce qui s'est passé dans cet hôpital à Alger, Sofiane? Oui, en vérité, c'est des médecins résidents et qui avaient certaines revendications. Et ça dure depuis la mi-novembre, en vérité, depuis le 14 novembre. C'était au CHU de Bacha. Et là, ces derniers temps, ils ont voulu emmener cette manifestation qui se déroulait tous les jours à l'université, à la rue. Et comme on sait que c'est des interdictions au niveau des manifestations, alors du coup, il y a eu une confrontation avec la police. Chose qui est condamnable, mais en même temps, ils voulaient un peu politiser ces revendications. Voilà. Après, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui t'amène, Sofiane? Depuis le 14 novembre. Hein. Qu'est-ce qui t'amène, mon cher Sofiane? Moi, je voulais répondre un peu à la question et en même temps apporter certains éclaircissements. Moi, je suis radicalement opposé au retour de ces terroristes, de ces djihadistes, ou je sais pas comment ils appellent ça, parce que c'est impossible de les condamner en vérité, parce que c'est un état de droit. Il y aura un manque de preuves de les condamner. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui va vous dire, moi, je faisais de la vaisselle, ou moi, je faisais juste un soutien, et en même temps, impossible de les condamner, parce que n'importe quel avocat s'appuiera sur le soutien qui a été apporté par l'État français aux révoltes, à la révolution au départ, en disant que c'était un massacre d'une majorité de sunnites par une minorité de alaouites. Et là, il y aura des gens qui vont se présenter devant le perchoir afin de répondre, et en premier, M. Fabius, quand il a dit que le Nosra faisait du bon boulot. Alors vous imaginez, n'importe quel avocat pourra... Mais alors Morad, ça c'est de l'argument que Sofiane t'apporte sur un plateau là. Ben non, parce qu'il dit comment ça, non? Il dit qu'elle ne souhaite pas qu'elle rentre. Mais il faut qu'elle rentre justement, parce qu'il faut qu'elle nous dise comment elles sont parties. Mais moi maintenant, je vous dis, moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir un terroriste qui va se balader parce que je vais me venger de Fabius de l'État français. Non, Sofiane, on se vengera pas de Fabius, justement, on va dénoncer
dénoncer des choses que l'on dénonce depuis des années. J'ai revu cette semaine un vieux film qui date de 96 qui s'appelle 100% Arabica. Ouais. Alors c'est un film un navet, mais qui est rigolo. Ouais, c'est un navet. Et déjà le scénario à l'époque mettait le doigt sur le lien entre les politiques et les responsables religieux. Les politiques dans ce film finançaient la paix sociale. Lui-même dans le film faisait croire que c'était grâce à lui que la paix sociale du quartier avait été acquise, alors qu'en fait c'était à travers la musique que les gens s'étaient apaisés. Et moi j'aimerais bien que ces gens rentrent et qu'ils disent j'ai été dans telle mosquée, j'ai été dans telle association, j'ai été sous l'influence de tel prédicateur, et qu'ils donnent des noms et qu'on les montre ces gens-là. Parce que nous ça fait des années qu'on les dénonce, ils sont protégés par la loi. L'État français ne sait pas ça. Pardon ? On a bien vu. L'État français le sait, ça, Morad. Ne sait pas tout ça. Ils ont un service de renseignement. Non, on parle pas des services français. Je me suis mal exprimé. Je veux pas que ce soit les services. Je veux que le citoyen lambda sache comment ces gens-là. Mais non, il le sait parce que nous on lui dit. Mais quand c'est une voix officielle qui va l'annoncer, ça va être un peu plus crédible. Moi personnellement, voilà, je veux pas politiser. Moi, c'est notre sécurité, la sécurité de nos concitoyens qui m'intéresse le plus. J'ai pas envie, on peut régler ce problème d'une manière, par exemple, on a le problème de Lafarge, qui est devant la justice, qui peut apporter énormément de réponses. Vous avez des déclarations de hauts responsables américains et du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Vous avez, par exemple, Joe Biden, ancien vice-président, qui a déclaré à Harvard l'implication directe de certains États de la Turquie qui fait partie de l'OTAN. Ouais, mais ça a eu quoi comme effet au niveau de la population française? Aucun effet social. En particulier, vous avez une déclaration officielle de monsieur Fabius. Il y a un comité de citoyens qui dit l'inverse de Lafarge, d'ailleurs, qui accuse Lafarge, lui. Et il est président du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Avec une unanimité. Moi, personnellement, tout d'abord, voilà, c'est la sécurité, c'est notre sécurité. Ces terroristes n'ont pas à venir ici. Ils ont maintenant à régler ce problème. Ils sont français, tu vas les mettre où, Sofiane ? Pour l'État français. Sofiane, ils sont français aussi. On en fait quoi ? Il y a le droit international, ils sont français. Ils ne peuvent pas rester dans un territoire où ils n'ont pas le droit de résider. Mais vous allez les rapatrier ici, aucun tribunal ne pourra les condamner. Mais ça, c'est pas un problème. Eux, ils peuvent exiger. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses que refuse l'État français de faire, c'est de reconnaître la légitimité du pouvoir syrien et d'ouvrir des canaux directs avec l'État syrien. Nous sommes en train de voir une nouvelle manière de détourner la chose et de nous parler des Kurdes syriens, sauf que je peux vous donner certains éléments de ce qui va se passer pour les Kurdes syriens. C'est l'anéantissement total de cette cause, en accord entre les Iraniens et les Turcs. Dans la ville de Afrin, par exemple, vous avez les Turcs qui sont en face des forces de Qassed, qu'on appelle Quwwat Souria Démocratique, c'est-à-dire les forces syriennes démocratiques, qui sont en face et que l'État turc a eu l'aval d'y accéder au territoire syrien, d'en finir avec, sauf que depuis 6 mois ou 1 an, l'État turc ne fait rien. Et la visite d'Erdogan n'est pas anodine aujourd'hui. Arriver avec la Satana, parce que ça rentre dans les accords de la Satana. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour ne pas brouiller un peu nos auditeurs, mais aujourd'hui, la Turquie, avec le problème kurde, se retrouve face à un dilemme, parce qu'elle a pris l'accord d'en finir avec les forces démocratiques qui sont pro-américaines, et la Turquie en même temps ne veut pas avoir une confrontation directe avec les Américains. Sauf qu'en même temps, vous avez les forces syriennes avec le Hezbollah et les Iraniens et les Russes qui sont en train d'avancer dans la province d'Idlib, par exemple. Ils vont être en confrontation directe avec les Turcs. Ils ont la décision aujourd'hui d'anéantir les forces syriennes démocratiques qui ont repris, par exemple, la ville de Raqqa qui a été offerte par les Américains. Et on a vu l'accord qui a été signé avec le transfert de certains terroristes avec leurs familles entre les forces américaines et les forces de Quwwat Souria Démocratique. Voilà pour vous dire. Moi, je voulais juste répondre pour que si on veut se venger, moi, personnellement, c'est pas mon intérêt numéro 1 pour le moment. L'intérêt numéro 1, c'est de sauvegarder la sécurité de notre pays. Et en même temps, c'est dans l'impossibilité de le faire parce que c'est une réponse qui doit être collective au niveau de l'État européen. Parce que demain, avec l'État Schengen, si la Belgique ne fait pas de même, si par exemple l'Allemagne ne fait pas de même, et on le sait, et tout le monde le sait qu'il y a un nombre incalculable. Il y a une mineure d'ailleurs qui est partie il n'y a pas plus tard qu'un mois de Belgique. Hein. Oui, mais l'intérêt, le but c'était au départ, c'est de créer comme pas une tumeur, mais comme une plaie, et que toutes les bactéries vont dans cette plaie-là. Ouais. On a voulu ouvrir une brèche au niveau de la Syrie, et comme ça on se libère de toutes les bactéries qu'il y a dans cette société française, qu'on a laissé nourrir et qu'on a alimenté à un certain moment, et on voulait les dégager de la France. Sauf que maintenant, ce que fait l'État syrien, c'est qu'il encercle les villes, il pousse les gens à partir avec les bus verts dans des provinces autres que la province où il y a la majorité des citoyens. Et on a vu, par exemple, la ville de Idlib,
c'est un ramassis de terroristes qui sont venus de toutes parts. Même par exemple la ville de Halab quand elle a été libérée, c'est vers la ville de Idlib. Bon. Voilà pour vous dire que l'État français ou les États européens pensant bien faire à pousser ces terroristes y aller là-bas et de créer leur État et en même temps d'en finir avec un État qui était résistant à leur hégémonie, à l'hégémonie israélienne, c'était l'État syrien. Maintenant, on se retrouve dans un dilemme. Est-ce que la France, avec Hubert Védrine, ce qu'il avait dit, est-ce qu'on aura la réelle politique et d'admettre nos erreurs et d'ouvrir un nouveau chapitre avec l'État syrien? Je vois que Macron a du mal. Et en même temps, vous avez bien remarqué la déclaration de Bachar el-Assad quand il a parlé comme quoi que Bachar, il voulait ouvrir d'une manière sans descendre totalement de l'arbre où il est monté Macron. Bachar el-Assad, il a dit, moi je ne discute pas avec l'État syrien, avec l'État français, qui a le sang plein de sang syrien. Merci. Messieurs, bougez pas. On fait la pub, on s'en débarrasse et on est de retour parce que vous avez des arguments là. Hein, Sofiane d'un côté, Morad de l'autre. À vous aussi de trancher, bien sûr, en répondant à cette question. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et bien voilà, ça évolue, ça change. 46% sur Facebook a pensé que oui, il faut qu'il revienne pour être jugé en France, contre 54% a estimé que non. Donc, est-ce à dire que Sofiane a été le plus convaincant, peut-être? C'est ce que tu me l'enlèves de la bouche. Voilà, Sofiane, tu as fait évoluer le sondage. Bouge pas, Sofiane, on va accueillir Méziane qui a peut-être son avis à donner. Le bon vieux Méziane, bonsoir. Oui, bon. Bonsoir Méziane. Alors, est-ce qu'il faut qu'il rentre ou pas ces djihadistes, ces personnes parties dans la zone irako-syrienne? Oui, moi je pense qu'il faut qu'ils rentrent et qu'ils soient jugés en France pour les questionner, les cuisiner, pour savoir qui les a laissés passer, aussi bien des frontières aéroportuaires en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout, et puis à la frontière irakienne. Comment ils ont réussi à passer, qui c'est qui leur a fourni toute la logistique, le matériel, comment on appelle ça, militaire, hein, et l'argent. Et l'argent, d'où viennent tous ces finances pour pouvoir savoir à l'origine, parce que eux, ce sont des pions, malheureusement, pour eux. Hein. Ouais, mais est-ce que tu es pas sensible à l'argument de Sofiane qui dit pour des raisons de sécurité, pour la sécurité des concitoyens, il serait peut-être bien quand même d'avoir ce type de renseignement sans ayant besoin de les ramener. On fait Guantanamo alors, on fait un Guantanamo, ça n'a pas de sens. Non, mais si on veut invoquer la sécurité ou l'insécurité, c'est pas un argument. Parce que le plus important, à mon avis, c'est le droit. Le droit et puis la politique, pour savoir qui a fait quoi et par qui ils ont été aidés. Bon, merci Méziane. Merci. Méziane. Oui, vas-y, Sofiane. Est-ce qu'il sait, Méziane, qu'on le sait aujourd'hui, qu'il y a eu des reportages sur ça, que des terroristes qui étaient en Syrie et en Irak, ils percevaient leurs APL et leurs RSA? Ouais, on le sait qu'il y a eu des incompréhensions. C'est-à-dire, on n'a pas besoin du retour de ces terroristes. C'est pas un problème de droit et de terrorisme, ça, l'opinion publique dans les tribunaux est quand même beaucoup plus parlante, parce que les informations, je pense que c'est des analyses. Je suis d'accord avec Méziane. Ouais. Il faudrait c'est-à-dire mettre vraiment le doigt sur les acteurs directs. Qui, où et comment, voilà. Voilà. Sinon, on va les laisser là-bas, on ne saura jamais. On pense. Moi, je suis d'accord avec toutes les analyses que vous faites. Moi-même, c'est ce que j'en déduis. Mais à partir du moment où c'est dit, où c'est montré du doigt, et là, il n'y a plus possibilité de réfuter quoi que ce soit. Méziane, est-ce que tu sais que la Russie, la Syrie et l'Iran n'ont pas assez de preuves à présenter devant l'opinion internationale? Mais ce n'est pas grave. Des dirigeants. Là, c'est des diplomates. On parle de l'opinion publique. Moi, je parle pas des diplomates. C'est tous des baratineurs et des menteurs. L'opinion publique, l'opinion publique s'en fout éperdument. L'opinion publique, tant qu'il n'y a pas de mort ici, s'en fout éperdument de ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, à ce moment-là, non, mais attendez, Méziane. Et puis on laisse impunis les vrais auteurs de ce problème. C'est pas faux ce que dit Sofiane. L'opinion publique. Personnellement, je sais qu'aucun tribunal français ne pourra condamner parce qu'il y a un manque de preuves énorme. Alors, on ne peut pas apporter des preuves. Comment vous pouvez dire que le monsieur qui est parti en Syrie, par exemple, il va vous dire, moi je suis parti, j'étais cuisinier. Moi, j'étais en train de garder des bergers. Que le droit passe et que la vérité sorte, parce que les médias seront obligés d'interviewer ces personnes-là et les Français sauront comment ces personnes-là se sont... Merci Méziane. 01 40 33 9000, oui, Sofiane. Mais moi, je dis que même ces terroristes, en revenant, même ils ont massacré, on le sait en Syrie, ils ont massacré. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire? C'est des gens qui sont partis pour instaurer un État islamique à la Wahhabite, à l'Arabie. La France, elle a accueilli
tous les terroristes que l'Algérie a bien laissé partir dans les années 90, parce qu'aujourd'hui les prédicateurs, les prêches d'un islam radical que personne, qu'on ne retrouve même pas dans le Coran ni dans la Sunna, d'où il vient de ces Algériens qui sont venus après la décennie noire, que la France a généreusement accueilli, et là il faudrait qu'on se pose la question, et qu'on pose la question. Donc, je veux dire, ça s'est passé, donc il n'y a pas de raison. Un exemple direct, Mourad, dernièrement à Marseille, lorsqu'on a eu le problème avec la fameuse mosquée avec des discours haineux depuis 15 ans, on a su que c'était un gars, l'ancien membre du FIS, qui était venu en France suite à un asile politique. Non, la mosquée de Marseille, c'est pire que ça. Il c'est pas un ancien membre du FIS, c'est un homme du DRS et des services secrets français. Il a été imam financé par l'Algérie jusqu'à il y a 4 ans. Il a été impliqué dans une affaire de mœurs lorsqu'il était recteur de la mosquée de ici à Paris, Magenta. Non, à Paris, à Marseille. Je parle de la mosquée de Marseille. Il a été pris à l'époque au piège par des journalistes de l'événement du jeudi. Parce qu'il était réputé être un homme à femme, donc ils ont payé des prostituées qui l'ont piégé dans Jean-François Kahn, je crois qu'il était le patron à l'époque. Donc après ça, il a été déchu de son titre de recteur, mais il a gardé son salaire versé par l'Algérie. En même temps, il était dans l'opposition algérienne avec Ben Bella, alors que le multipartisme était interdit en Algérie. Donc il était rémunéré par l'Algérie, mais il était dans l'opposition algérienne. Ensuite, il crée sa mosquée privée, qui était dedans. Alors dedans, c'est une clinique, il faisait de la voyance, de la sorcellerie, des mariages blancs, des mariages gris, tout ce que vous voulez. Et il était encore payé par l'Algérie. Et ce monsieur, sa mosquée, tous les vendredis, elle immobilisait un quartier entier, le boulevard national. Et jamais la police n'intervenait pour verbaliser, pour sanctionner, pour remettre l'ordre. Les riverains en avaient marre. Donc il est évident que ce monsieur, Abdelhadi, est un homme protégé et par l'Algérie et par la France. Et aujourd'hui, on a fermé sa mosquée, pas parce qu'il représentait un danger. Ça a été une fausse couverture pour faire croire aux gens que ce monsieur n'appartenait pas à des réseaux de renseignement étrangers ou français. Et c'est juste une protection. Parce que alors moi, les informations qu'on a... c'est le premier à envoyer des gens en Syrie. Il y a les dénoncés. Qui correspond pas forcément avec les tiennes, Morad. Je dis pas que t'as tort, mais on va juste donner quand même plusieurs éléments que les auditeurs se fassent une opinion. Effectivement, c'est un homme qui a collaboré avec les renseignements français, avec les services secrets français, mais c'est un ancien du FIS, comme le dit Sofiane, apparemment d'après les informations qu'on a. Et du mouvement des travailleurs algériens de Ben Bella. Et qui a été rémunéré par l'Algérie. C'était une personne qui vivait en Algérie, qui a fui l'Algérie après le coup d'État de l'armée, qui n'a pas donné le pouvoir au FIS. Non, on parle pas de la même personne. On parle pas de la même personne alors. C'est pour ça qu'il y a une incompréhension. Moi, je parle de la dernière mosquée où il y a eu un problème. Qui a été fermée. Le pouvoir national, il n'a pas été... Non, alors ce monsieur est pas de la même personne, voilà. Alors, la mosquée... Dernièrement, la dernière polémique, il y a moins de un mois. Sur Marseille. Oui, sur Marseille. Excuse-moi, Sofiane, je t'interromps. Le recteur de cette mosquée, Abdelhadi, Doudia Abdelhadi, est arrivé en France en 1978, donc bien avant les incidents de la décennie noire. Et il était il a été le premier imam algérien rémunéré à Marseille. Donc à Marseille, il y a 4 imams. Moi, j'ai écouté Abdellah Zekri sur la radio de RMC, où il a parlé de ce bonhomme comme étant un ancien membre du FIS. C'est lui, venu en France, c'est lui qui a dit ça, Zekri. Non, parce que le FIS n'existait pas en 78. Et chez Abdelhadi est arrivé en 1978. Demander à Abdellah Zekri. Moi, je me fie à ce que prononcer Abdellah Zekri sur une radio nationale, RMC, où il a parlé qu'il était impliqué avec les RG. Écoute, on invitera Abdellah Zekri. Il est impliqué avec les RG, bien entendu. Ça, c'est de notoriété publique. C'est un homme qui forme c'était un gars du Front islamique du Salut. Bon, il est peut-être rentré au FIS plus tard dans le temps, mais dans les années 78, il était déjà en France. Dans les années 90, il était avec Ben Bella dans l'opposition algérienne, mais rémunéré par l'Algérie. Donc, il était agent secret infiltré dans le réseau de Ben Bella. Et ensuite, il a sûrement rejoint le FIS dans les années 2000, ce qui est probable, mais il voilà, c'est ça la chronologie, je pense. Et après, c'est un homme qui était connu pour formater des jeunes, les envoyer un peu guerroyer à droite à gauche. En Syrie, c'est pas avec l'idéologie de Ben Bella. Non, mais il était infiltré. Il était infiltré. C'était un homme infiltré. Non, mais pour montrer Mourad la complexité de la chose et la durée de ce procédé. Malheureusement, moi, ce que je cherche, ce que je sais, c'est qu'il y a un terroriste qui vient de Syrie, il va arriver en France. On va le juger, on va le condamner peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va sortir pour manque de preuves. Et on aura un diable sur terre qui a appris toutes les manières de décapitation, d'explosifs, etc. Mais ça s'appelle une turpitude. Ça s'appelle une turpitude et c'est à la France de les assumer.
Voilà. Au-delà de la France, c'est le petit citoyen lambda que je suis, que tu es, qui vont payer le prix malheureusement. On le paiera, mais on se retournera contre la France. Ça s'appelle une turpitude. Est-ce qu'on peut éviter de prendre le risque? Est-ce qu'on peut éviter de prendre le risque? Sofiane, tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'attendre que la France les rapatrie. Il leur suffit de se présenter dans n'importe quelle autorité consulaire au Moyen-Orient, et la France aura obligation, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires, de les rapatrier à partir du moment où ils sont français ou résidents français. Donc tu vois, c'est un faux problème qu'on nous met sur la table aujourd'hui. Donc soit la France, elle prend l'affaire par le haut, elle les récupère et elle en fait une affaire d'État et on saura tout ce qui s'est passé. Soit la France prend l'affaire par le bas et ces gens-là vont rentrer en France quoi qu'il arrive. Ils vont rentrer de manière anarchique et anachronique. Ça va durer des mois et on aura des polémiques incessantes pendant des mois et des mois à supporter. Et je crois que pour nous, c'est pas la meilleure chose. Alors on va prendre l'avis peut-être pour terminer avant de passer à d'autres sujets, Sofiane et Morad. À Nora qui nous appelle de Paris, donc la voix d'une femme, de la sagesse, paraît-il, les femmes. Nora, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à, excusez-moi, je sais plus. Morad, Sofiane, voilà. Et Sofiane. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonne année aussi également. Merci. Bonne année Nora. Alors est-ce qu'il faut qu'il rentre? Et la santé surtout, hein. Sinon, exactement, oui. Alors est-ce qu'il faut qu'il rentre ces terroristes? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Sofiane. Je crois que c'est Sofiane. Oui, c'est bien lui. Voilà. Oui. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce que bon, ils vont revenir, on sait pas. Voilà, ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, on sait pas trop. L'idée aussi, elles reviennent, d'accord, mais on sait pas qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas. Elles ont peut-être pas fait la vaisselle, comme il dit Sofiane. Pour parler familièrement, on sait pas du tout qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes là-bas. Elles sont françaises. Donc, comment tu peux les empêcher de rentrer? De la sensation forte, d'accord. Bon bah. Nora, comment tu peux empêcher un Français de rentrer en France? Explique-moi. Nora, la question que pose Morad, comment on peut empêcher un Français de rentrer en France? Par quel biais juridique tu peux l'empêcher? Pour le déchoir de sa nationalité, il faudrait un procès, donc il faudrait qu'il soit présent à son procès. Donc pour être présent à son procès, il faudrait qu'il rentre en France. Donc, oui, mais c'est quand même compliqué parce que bon, elles vont revenir. Est-ce qu'elles ont des bonnes intentions, des mauvaises intentions? On sait pas. Mais c'est pas à nous de les juger. C'est vrai que bon, moi je suis à Paris. Non mais Morad comprend qu'il y a des gens qui sont inquiets. Il va y avoir l'accord de jouer sur l'anxiété des gens comme le fait BFM. Il faut qu'on soit pragmatique. La France est un pays de droit et le droit doit passer. Donc si ces personnes-là sont françaises, qu'elles viennent et qu'elles nous disent pourquoi elles sont parties, comment elles sont parties et grâce à qui elles sont parties. Bon, moi c'est essentiel pour moi. Bon, merci beaucoup Nora. En tout cas, Sofiane, un petit mot peut-être pour terminer? Non, mais juste pour répondre à la question de Mourad, les faits se sont déroulés en Irak et en Syrie, dans les droits internationaux. L'État qui les a capturés peut les juger au niveau de. Après, on peut faire l'extradition. Mais pour le moment, l'État syrien, c'est en Syrie qu'ils ont massacré, c'est en Syrie qu'ils ont tué et en Irak. Maintenant, ils sont jugés par l'État syrien, sauf que maintenant, la France, chose qu'elle ne veut pas le faire, c'est de reconnaître la légitimité du pouvoir syrien de négocier après leur extradition. Oui, mais la Syrie ne veut pas de ces Français-là. Non, la Syrie, elle peut négocier avec ça, mais s'il y a des États, c'est l'État français décide de revenir en Syrie et de reconnaître ses erreurs et de juger les responsables à l'époque, que ce soit au temps de Sarkozy et au temps de François Hollande, elle est tout à fait d'accord à partir du moment où l'État français se réconcilie avec son passé. L'État syrien ne trouve aucun prétexte. C'est plus argumenté pour l'État syrien et de dire on peut les condamner en Syrie et on peut vous les expatrier, mais on peut les juger ici. Mais sauf que la France ne veut pas reconnaître l'État syrien. L'État syrien ne le fera pas parce que justement l'État syrien va aller vers une concorde civile comme l'a fait l'Algérie et il ne pourra pas se permettre d'exempter tout le monde et de juger 15 Français quoi. Merci. Il y a 1500, il y a 1500 quand je dis 15 c'est pour montrer. Sofiane, Morad, vous avez développé chacun vos arguments. Après aux auditeurs de continuer de voter sur Facebook Christophe Le Grand Forum. Et on est à 46 oui pour qu'il rentre, 54 non sur Facebook, sur Twitter on va regarder LGF officiel, Facebook Christophe Le Grand Forum. Vous n'hésitez pas et continuez à voter. Merci Sofiane. Merci Sofiane. Merci Christophe, merci moi. À très bientôt mon ami Sofiane. 01 40 33 9000 évidemment pour continuer de nous donner votre avis qui nous intéresse. Alors je vais vous parler maintenant, si vous voulez bien, avant d'entamer notre premier sujet, de parler de Facebook et de sa collaboration avec la colonie israélienne. Oui, c'est bien de cela dont on parle. Parler de la publication avancée d'un livre très attendu aux États-Unis, Morad. Le feu et la fureur, c'est son titre. L'ouvrage sort aujourd'hui, au lieu de mardi prochain. C'est en quelque sorte la réponse de son auteur et de son éditeur après que Donald Trump a tout fait pour obtenir sa suspension. Dans ce livre, dont les bonnes feuilles ont été publiées dans la presse, on découvre que le président américain est considéré par ses proches comme un crétin, rien de moins. Quant à son ancien conseiller de confiance, et Steve Bannon, il accuse le fils du milliardaire de trahison. En cause, sa rencontre avec une délégation russe en juin 2016.
2016. Un tissu de mensonges, des erreurs factuelles manifestes, un ramassis de ragots digne des pires tabloïds. C'est ainsi que la Maison-Blanche qualifie l'ouvrage de Michael Wolff. Le journaliste affirme notamment dans son livre que Donald Trump ne voulait pas être président, qu'il ne s'attendait certainement pas à gagner, et même qu'il avait promis à son épouse, peu tenté par une vie de première dame, qu'il ne serait pas élu. Une version des faits que la porte-parole de la Maison-Blanche dément catégoriquement. Dans le feu et la fureur, Donald Trump est décrit comme un homme qui ne lit pas, même en diagonale. L'éditeur a avancé la sortie du livre de 4 jours pour faire face à une demande sans précédent. L'ouvrage est déjà en tête des ventes chez Amazon. La plainte déposée par les avocats de Donald Trump a certainement contribué à l'emballement, évidemment. Alors, Morad, sur la sortie de ce livre, ces révélations, ça t'étonne ou pas? Non, parce que de toute façon, quand on est un homme public, on charrie toujours derrière soi des bébés cachés ou des boulets non avoués. Moi, sur la partie je suis crétin, mon fils a vu les Russes, patati patata, je pense que c'est vrai. Sur la partie je voulais pas être président, je pense que c'est un peu, voilà, c'est américain, c'est un peu du show, mais il y a pas mal de révélations croustillantes quand même dans ce livre. Tu sais, il suffit pas de lire le livre, il suffit juste de côtoyer l'ex-femme à Donald Trump, comment ça s'appelle, Ivana Trump, pour savoir ce qu'est Monsieur Trump, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des livres de 600 pages. Mais oui, non, qu'il est un crétin, c'est un secret pour personne. Voilà, qu'il soit tyrannique, que c'est, voilà. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui vont sortir sur lui, notamment au niveau de ses pratiques, de sa gourmandise sexuelle. C'est des choses qui vont intéresser le monde entier, quoi. Certainement. Alors toujours aux États-Unis, en rapport peut-être, Washington avait prévenu Islamabad, l'Amérique suspendrait son assistance sécuritaire au Pakistan si le pays ne se montrait pas plus convaincant dans la lutte contre les talibans installés sur son territoire. Eh bien, c'est chose faite. Depuis hier, le versement de plusieurs centaines de millions de dollars aux autorités pakistanaises a été suspendu. Pour le département d'État, les fonds gelés pourraient toutefois être débloqués à une condition: que le Pakistan prenne des mesures décisives contre les groupes djihadistes. Mon cher Morad, voilà, il en a fait de même, menacer aussi la Palestine. Alors, depuis que Trump est président, il ne parle que d'argent. C'est-à-dire qu'il ne fait du chantage qu'à l'argent. C'est-à-dire, si vous faites pas ce qu'on veut, on vous enlève l'argent. Il a fait avec l'UNESCO. Quand l'UNESCO a reconnu la Palestine, il l'a fait avec l'OTAN en disant que c'était pas normal qu'il soit le premier contributeur de l'OTAN. Il parle toujours d'argent. Et moi, j'ai un dicton que j'aime bien, la nature n'aime pas le vide. Si Donald Trump cesse son soutien financier et politique à Islamabad, je pense que Poutine va s'engouffrer dans la brèche et très rapidement venir en aide à l'Afghanistan, et je pense que le grand perdant sera encore Trump. Bon, alors on va ouvrir notre premier dossier, chers amis auditrices, auditeurs. Morad Goual avec nous aujourd'hui sur France Période 2 dans cette émission Le Grand Forum, qui est la vôtre évidemment. Je sais que vous êtes de plus en plus, et on vous salue d'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, à l'heure où nous parlons maintenant. Que ce soit du côté de la plaine Sylvanie, où je salue Hamid, ou également du côté de Munich, où on salue notre auditeur qui nous a appelé, de la Suisse, notre auditrice, et partout ailleurs, Samir au Canada. Enfin, il y en a partout dans le monde. Et vous pouvez continuer donc à faire. Il y en a même à Marseille, je te surprends, mais... Ah bon? Ah oui. Marseille, c'est en France, Marseille? Marseille. Bon, évidemment, on vous salue, où que vous soyez. Alors, pour parler de quoi? Pour parler de ces révélations à présent, puisque le célèbre réseau social que tout le monde utilise, y compris Morad Goual, aurait conclu un accord avec le gouvernement israélien pour supprimer des publications d'activistes palestiniens jugées inappropriées. Depuis plus d'un an, le site d'investigation américain The Intercept dénonce la collaboration de Facebook avec l'État israélien. Un article publié fin décembre apporte de nouvelles informations à ce sujet, mettant sérieusement en doute la neutralité du réseau social dans le conflit israélo-palestinien. Comme le révélait The Intercept et le rapportait The Guardian, une délégation de Facebook et le gouvernement israélien se sont rencontrés en septembre 2016. L'objectif de cette entrevue, pousser Facebook et les autres réseaux sociaux à censurer les posts incitant à la violence, et avant tout ceux des activistes palestiniens qui protestent contre l'occupation israélienne, illégale depuis évidemment plusieurs décennies. En juillet 2016, un projet de loi dans ce sens avait également été soumis à la Knesset suite à cette rencontre, et il semble désormais clair que le gouvernement israélien et Facebook ont trouvé un arrangement. En effet, quelque temps après, la ministre israélienne de la Justice a déclaré que Tel Aviv avait soumis 150 000 demandes afin
de faire retirer des contenus considérés comme incitant à la haine. Selon elle, Facebook aurait accepté 95% des demandes. Dans les semaines suivant cet accord, le collectif palestinien Information Center a également constaté qu'au moins 10 comptes des administrateurs de leur page Facebook, en arabe et en anglais, suivis par plus de 2 millions de personnes, ont été suspendus et 7 d'entre eux de façon permanente. En mars 2017, Facebook a également brièvement fermé la page du Fatah pour le post d'une ancienne photo de Yasser Arafat tenant un fusil. L'étendue de cette censure est détaillée dans un rapport publié en 2016 par le Centre palestinien pour le développement et liberté des médias. Celui-ci liste une vingtaine de comptes de journalistes et activistes pro-palestiniens suspendus, ainsi que la fermeture de pages de même type. Israël ne veut pas que l'histoire palestinienne des violations commises dans les territoires occupés atteigne une audience mondiale, assure sur Al Jazeera Muzar Emaoui, qui est le directeur du MADA. D'ailleurs, parmi les comptes supprimés par Facebook, figurent des membres de 2 agences qui couvrent l'information quotidienne dans les territoires palestiniens occupés. 4 éditeurs de l'agence de presse Shab, qui compte plus de 6,3 millions de likes sur Facebook. Ils avaient déclaré ainsi ne pas avoir accès à leur compte personnel. Une censure donc qui s'étend de façon générale aux citoyens palestiniens. Des centaines d'entre eux ont été arrêtés par Israël pour leurs posts Facebook, même pour de simples messages qui critiquent la domination israélienne et ne soutiennent pas explicitement la violence. Une branche de l'armée israélienne serait d'ailleurs spécialement chargée de recueillir des renseignements en ligne et de surveiller les mots-clés sur les réseaux sociaux. Le 11 octobre 2015, par exemple, Taranta Tour, 34 ans, palestinienne possédant la citoyenneté israélienne, a été arrêtée pour ses messages postés sur Facebook. Elle avait entre autres publié un poème intitulé « Résister, mon peuple, résistez-leur ». Des arrestations dénoncées par l'avocat des droits civils et politiques, Nadon Sheladel. Les nouvelles lois réglementent et empiètrent sur la liberté d'expression dans le pays, en particulier pour les citoyens palestiniens, et c'est très inquiétant, avait-il déclaré. Mais alors que l'accent est mis sur les propos haineux des Palestiniens, il est aussi courant que les Israéliens se servent aussi de Facebook pour inciter à la violence. En 2014, par exemple, des milliers d'Israéliens ont utilisé Facebook pour publier des messages appelant au meurtre de Palestiniens, notamment à travers la page People of Israel, désormais fermée. Les discours de haine contre les Arabes en général a pris de l'ampleur sur Facebook. Des vidéos sur YouTube et Facebook montrent des centaines de foules israéliennes en colère qui chantent « Mort aux Arabes ». Une autre vidéo montre aussi un juif israélien attaquant un Palestinien dans un bus public et criant « Les Arabes sont sales, les enfants de sales meurtriers ». Portant, Israël semble convaincu que seuls les postes opposants palestiniens sont une réelle menace à la sécurité. Voilà sur ce que je voulais vous dire. Donc Facebook collabore clairement, maintenant c'est quasi officiel, avec l'occupation israélienne, et Facebook donc participe à sa manière à l'occupation des territoires occupés, Morad. Moi je vois pas le problème sous cet angle-là. Ah bah non, mais il n'y a pas d'angle. Voilà, c'est des faits, mon ami. On est plus au mur. On sait que maintenant Israël arrive à faire appliquer non pas le droit, parce que c'est le droit international qui s'applique, c'est-à-dire le droit américain, puisque Facebook est une société américaine. Donc ils arrivent à faire par injonction à faire plier un géant comme Facebook. Moi, la question que je pose, c'est l'autre côté, les Palestiniens, l'autorité palestinienne, elle fait quoi ? Pourquoi elle ne saisit pas la justice ? Pourquoi elle ne fait pas appliquer le droit international, à savoir que Facebook ne doit pas s'aligner sur le droit israélien, ou en tout cas sur les requêtes politiciennes israéliennes, mais juste appliquer le droit américain. Est-ce que Facebook finalement travaille avec les plus forts en l'occurrence ? Les plus forts travaillent toujours avec les plus forts. Non, avec les plus puissants, c'est différent. Ouais. La force et la puissance, c'est deux choses différentes. Alors, je ne serais peut-être pas le nuancer de manière sémantique, mais aujourd'hui, quand tu vois qu'en France, le CRIF est assez vigilant pour arriver à faire annuler un numéro d'un magazine dédié à la jeunesse par correspondance, parce que dedans, voilà, nous en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a ? Le CFCM ne réagit sur aucun des conflits ou des propos qui concernent les musulmans. Par contre, il s'agite lorsque l'un ou l'autre n'est pas invité dans le protocole présidentiel pour les vœux aux communautés. Et voilà, il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, les responsables religieux, politiques qui ont en charge de défendre des peuples ou des causes, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Les juifs israéliens ont fait leur boulot. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Donc toi, tu trouves ça normal, Mourad? Je trouve pas ça normal. Non, mais on est en train de normaliser la chose, en fait. Non, on s'habitue à ça. C'est pas normal. À cette force puissante. C'est pas normal. C'est pas normal comme en Algérie, lorsqu'il y a des élections, comme par hasard, t'as plus accès à Google. Non, c'est pas normal. C'est tragique, même. Mais moi, ce qui m'exaspère, c'est qu'on passe toujours le temps à dire les Israéliens ont fait. Mais on n'a jamais on pose pas la question de se dire, d'accord, ils ont fait. Qu'est-ce que le gouvernement ou l'autorité palestinienne a fait pour contrecarrer cette démarche? Rien. On n'arrive jamais à rien. Voilà. Et moi, ça m'exaspère. Et il me tarde que Mahmoud Abbas s'en aille, qu'il dégage, parce que voilà, n'est pas Yasser Arafat qui veut. Alors, justement, votre avis là-dessus, d'accord ou pas avec Mourad, pour le coup, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, votre sentiment. Donc, vous, utilisateurs des réseaux sociaux, et on parle là de Facebook, mais on pourrait peut-être parler aussi de d'autres réseaux sociaux. Eh bien, vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Mohamed. Mohamed de Lyon. Exact. Alors, Mohamed, d'accord ou pas d'accord avec Mourad, là, pour le coup? Mais non, pas du tout, Mourad. Bonsoir, Mourad. Bonne année à tous. Et Mourad, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que, comme j'ai Christophe, en quelque sorte, tu légitimes, ne serait-ce que par le temps. Pas du tout. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Mourad. C'est très grave. Non seulement les Palestiniens, ils subissent moi, j'ai toujours appelé ça un génocide, mais à petit feu. D'accord? Au lieu de le faire en une journée, ils le font sur peut-être 100 ans, on verra. Non seulement on savait qu'ils se faisaient massacrer dans tous les sens du terme et de manière générale, mais là, on n'aura plus rien, là. Ils ont tout compris, au fait. Les manifs qu'il y avait pour la Palestine dans le monde entier, ils ne pourront plus avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus d'images, on n'aura plus rien. Donc non seulement il n'y a plus d'informations, il n'y a plus d'images, donc la résistance à distance, elle sera tuée à petit feu. Et le fait de ne pas dénoncer ça avec gravité, et en le criant, bien sûr, il faut le crier, il faut y mettre tout le temps qu'il faut, quoi. C'est très très grave. On a dépassé un stade. Je pense qu'on a atteint le peu qu'on avait, nous, les gens à distance, on l'aura plus. Non, parce que Facebook est utilisé, Mourad. Toi-même, tu l'utilises pour être au courant de ce qui se passe là-bas. Mohamed, je n'ai pas dit que c'était pas grave. Au contraire, j'ai même dit que c'était grave et même c'était grave. Non, tu compares l'Algérie par rapport à ça. Non, je parle d'Algérie, je parle de la Corée du Nord, parce que je parle de ce que je connais. Je vais pas parler d'un pays que je maîtrise pas. Je veux dire, à un moment donné, quand on interdit l'accès à la liberté d'expression, c'est grave, c'est un crime, c'est un délit. On est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on fait en face? Tu me dis, on est en train de ne plus avoir accès à l'information. Je te signale que depuis à peu près 6 mois en France, il y a des manifestations de soutien au peuple palestinien. Je vais te parler de Marseille et de Paris. Lyon, je sais pas. À Marseille, qu'on ait plus de 70, c'est un miracle. À Paris, qu'on ait 500, c'est beau. Oui, ça c'est un autre problème. Bien sûr, non mais bien sûr. Voilà. Donc le problème, c'est pas parce qu'on a clôturé le compte Facebook à 1500 Palestiniens qu'on en arrivait à ne plus arriver à se réunir autour d'une cause aussi noble que la Palestine. Moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est grave, mais tout est grave. La colonisation, le fait que la jeune Ahed risque 18 ans de prison parce qu'elle a giflé un militaire, alors qu'à côté, lorsque des Israéliens poignardent des innocents palestiniens, ils ont que 6 mois avec sursis. Et encore pour ceux qui sont condamnés. Tout est grave. Mais justement, à côté de ça, qu'est-ce que le gouvernement et l'autorité palestinienne font pour rassurer dans l'ensemble du monde les gens qui sont pro-palestiniens? Et à un moment donné, il faut qu'on pose des questions aux bonnes personnes aussi. Oui. Je suis d'accord avec toi en quelque sorte, mais le peu qu'on fait, nous, à distance, les petites manifs qu'il y a un peu dans le monde, en Europe, en France, c'est pas grand-chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est déjà quand même pas mal. Tu vois, nous, ça nous soulage. C'est vrai qu'on est impuissants, mais le fait d'aller manifester de temps en temps, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ça nous soulage un petit peu. Mais il y a 5 ans, on était 60 000 à Marseille. Maintenant, on est 60. Pourquoi? Pourquoi on est 10 000 de Parce que, pourquoi, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les médias, en 2014, il a fallu que TF1 montre ces 4 gamins qui ont été massacrés sur la plage à Gaza pour que les gens viennent à Paris manifester par milliers dans des manifestations interdites, vous en souvenez. Auparavant, ça avait démarré quelques jours avant, il y avait personne. Alors, il leur faut du sang, les gens. Il leur faut du sang, des images. Mohamed, tu es d'accord avec moi qu'il y a une devise qui est très connue, c'est diviser pour mieux régner. Évidemment. Alors qu'est-ce que fait l'État israélien pour arriver à nous épuiser? Il multiplie. Par contre, là, je vais vous épuiser parce que c'est l'heure de la pub, les gars. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Reste avec nous, Mohamed. Bouge pas, Mohamed. On est de retour. Très vite, à tout de suite. LGF, le grand forum avec Mourad Goual et Mohamed qui est avec nous de Lyon. Toujours là, Mohamed, hein? Toujours, oui. Bon. Toujours. Alors, pour en finir, juste avant la pub, on parlait donc évidemment réagissez par rapport à Facebook qui collabore clairement. Maintenant, on le sait avec les autorités israéliennes. Ils ont passé des accords. Et aujourd'hui, en fait, Facebook est un moyen et un outil utilisé par beaucoup
beaucoup de gens, notamment des pro-palestiniens, pour se tenir informés, au courant de ce qui se passe concrètement là-bas, les images, les vidéos qui circulent sur Facebook. Tout ça, Israël veut les empêcher parce que pour que finalement cette cause palestinienne n'obtienne pas une audience mondiale. C'est ce que tente à empêcher Israël. Et elle s'est offert les services pour le coup pour que ça se fasse plus tranquillement et facilement de Facebook. Bon, il reste encore d'autres réseaux sociaux, mais pour le coup, moi je trouve ça grave, quoi. Mourad, t'avais tendance à un petit peu à légitimer. Non, mais dis-le. Je ne légitime rien. D'abord, réduire la communication mondiale à Facebook, c'est à mon avis. Attends, c'est quelques milliards d'utilisateurs quand même à travers le monde, Facebook, hein. Ouais, non, mais il y a pas que ça. Il y a les médias Internet, il y a Yahoo, il y a Google, il y a. Voilà. Tu penses que les Israéliens ont besoin de verrouiller les sites de communication? Tu sais, Viber, on est tous en France, pratiquement tous, on utilise Viber et WhatsApp. Viber, c'est une application israélienne, on sait très bien. Waze, par exemple, c'est une application israélienne. Et on sait très bien à quoi elle sert. Ça localise les gens, ça filtre les messages, les vidéos, donc, voilà. Mais je vais laisser la parole à Mohamed, il a patienté pendant la publicité, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire aussi. Mohamed. Oui, non, je voulais juste terminer en disant qu'au fait, c'est vrai que Facebook, c'est pas grand chose. Mais, pratiquement tout le Maghreb, ils ont tous Facebook quand je vois les profils. Maintenant, si ils suppriment Facebook, c'est quand même pas mal. Parce que Facebook, je pense que c'est un accès facile. On a tout de suite accès aux vidéos quand il est ouvert, surtout. C'est très rapide, les vidéos elles remontent très vite. Et c'est un accès très 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 puissant, malgré ce que tu viens de dire, Mourad. Maintenant, moi, je suis prêt à supprimer mon Facebook. C'est pas grand-chose. Mais je pense que Facebook fonctionne avec l'argent, la pub, etc., etc. C'est comme ça qu'ils se sont imposés. Mais c'est quand même très 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 grave. Et je pense que ça va pas s'arrêter là, sincèrement. Ça sera Facebook, il y aura même un filtrage sur YouTube, toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Mais c'est quand même triste. C'est triste parce que c'est la plus grande injustice qui existe. C'est douloureux, c'est frustrant parce qu'on se sent impuissant. Et comme disait Tariq Mami l'autre fois, c'est vrai que ça, ils auront beau tout tuer. Les réseaux, les médias, tout. Mais par contre, ils vont pas tuer l'idée que un peuple se doit d'être libre. Et moi, j'ai espoir que ça viendra. Je sais pas si on sera encore vivant. Moi, je suis dans la trentaine. Je sais pas si ça viendra. Mais j'en suis sûr que ça viendra parce que les idées sont beaucoup plus fortes que les armes, comme disait Tariq Mami encore une fois. Et j'y crois très fort. Mohamed, tu sais, avant la pub, j'étais parti sur un propos. Tu sais, la stratégie de communication de l'État d'Israël, c'est très simple. Et malheureusement, les gens qui ont en charge la défense de la cause palestinienne en France et en général dans le monde, ils tombent dans le panneau. C'est-à-dire qu'ils nous noient on est noyé, on est abreuvé de causes à défendre. C'est-à-dire que avant, on avait une intifada et que ça à défendre. Maintenant, il faut défendre la cause de Salah Hamouri, la cause de la jeune Ahad, la cause des Gazaouis, la cause de Facebook. Tu vois, il multiplie les problèmes pour lesquels on peut être sensibilisé. C'est un écran de fumée, en fait. Voilà, il démultiplie les problèmes et il nous démobilise parce que du coup, on s'épuise à défendre une cause, 2 causes, 3 causes, 5 causes. Et bien à la fin, voilà. Moi, je suis venu à un rassemblement à Paris, j'avais honte. J'avais honte parce que les 3 organisations qui organisaient l'événement, ils n'étaient pas solidaires. C'était celui qui avait le micro qui parlait plus fort que l'autre, et ils étaient les uns en face des autres. On n'était pas côte à côte. Et puis on était. Tu sais pourquoi, Mourad ? Pardon ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu les Rohingyas, et j'ai remarqué que dans les radios communautaires comme la vôtre, etc., les gens, surtout dans la communauté maghrébine, parlaient beaucoup plus des Rohingyas. Mais ça, c'est vrai. Mais ça, on peut rien y faire. Moi, je suis sensibilisé par les Rohingyas. Le lendemain, c'est les Palestiniens. Mais c'est le cœur qui parle à un moment donné. On peut pas réclamer à la communauté arabo-musulmane de se manifester pour les Palestiniens, le lendemain pour les Rohingyas. Ah non, c'est pas ça. Vrai, mais ça fait trop. Non, c'est pas de ces causes-là que je parlais. Non, je parlais dans la cause palestinienne. L'État israélien se régale à nous envoyer des sujets pour nous émouvoir et on se manifeste à chaque sujet qu'il amène. Salah Hamouri, Ahad, Gaza, Facebook, les assassinats par Tsahal. Et donc tous les jours, on a une cause de se lever, de se dire, allez, on prend un drapeau, on va manifester. Et on sait plus pourquoi on manifeste à la fin. Merci Mohamed en tout cas et bon week-end du côté de Lyon. À bientôt Mohamed. À bientôt. 01 40 33 9000 évidemment. Alors pour qu'on enchaîne et on entame parce qu'on a quand même de beaux sujets sur la table, messieurs dames. Je tiens à vous le dire. Mais pour l'heure un petit tour du côté du zapping, un zapping assez rapide. Aujourd'hui pour commencer ce zapping, Emmanuel Macron qui vous le savez réunissait hier les principaux responsables des autorités religieuses et on constate tout de même
un changement depuis le précédent gouvernement et la politique islamophobe, faut le dire, du Parti socialiste de François Hollande et de Manuel Valls. Écoutez ce résumé de ce qui s'est passé hier. Alors quasiment, ou pas quasiment, aucune image n'a filtré de cet entretien donc qu'a accordé Emmanuel Macron lors des vœux devant les responsables religieux. Et je rappelle à cet effet que Dalil Boubacar, n'ayant pas été invité, a quitté le CFCM. Écoutez. Des vœux d'Emmanuel Macron aux autorités religieuses ce matin, il n'y a quasiment pas eu d'image. Le président du Conseil français du culte musulman était invité. Il se dit très satisfait de cette entrevue. C'est une rencontre, je dirais, sincère entre un président de la République et des représentants des cultes, des communautés, je dirais, religieuses françaises. Il persiste sur sa vision de la laïcité. La laïcité, l'État est laïque, la population n'est pas laïque. On avait oublié ce sens de cette laïcité et c'est très bien qu'il l'a reprécisé. Fin décembre déjà, le président rassurait les représentants des cultes. Face à eux, Emmanuel Macron évoque même son inquiétude face à une radicalisation de la laïcité. Pour le chef de l'État, la loi de 1905 n'a pas pour ambition d'en finir avec les religions. La République n'a pas à combattre une religion, ni à vouloir se substituer à elle. Elle œuvre chaque jour à ce que chacun puisse croire ou pas, dans l'intensité et l'intimité de sa foi. Pour Emmanuel Macron, la laïcité ne doit pas servir de bouc émissaire et ne doit pas être confondue avec un autre sujet. C'est ce qu'il a rappelé hier en marge de ses vœux à la presse. La laïcité devient le mot pudique et en quelque sorte universel pour parler d'un sujet. Le sujet est tout à fait légitime à être posé en tant que tel et je le poserai en tant que tel. C'est la relation entre la République et l'islam. Emmanuel Macron a-t-il raison de dissocier laïcité et islam ? Faut-il craindre l'avènement du laïcisme, comme le dit le président de la République ? Une réforme de la loi de 1905 est-elle nécessaire face à la montée en puissance du fait religieux dans notre société ? Je tiens à préciser que Emmanuel Macron devait faire un grand discours sur la laïcité. Finalement, il n'en sera rien. Il préfère peut-être plus d'actes que de grands discours sur le sujet. En tout cas, il semble quand même y avoir, s'opère en tout cas un quelconque changement, un petit changement et pas des moindres concernant son rapport avec la laïcité, avec l'islam. Il insiste en disant que la laïcité ne doit pas servir de bouc émissaire pour s'en prendre à l'islam. Morad, comment tu perçois un petit peu ce changement de ton ? Je le découvre, je le perçois pas, je le découvre. Pour en revenir à l'incident de la mosquée de Paris, pour une fois, le président a respecté le protocole, n'en déplaise à M. Boubacar. C'était 2 personnes par culte, donc 2 personnes élues. Le président du CFCM étant le Turc, j'oublie toujours son prénom. Ahmet Ograt. Voilà, et le vice-président était un Marocain. Noir Bibesh. Voilà, donc le protocole fait que M. Boubacar ne devait pas être invité, et puis voilà, on a respecté le protocole. Après, je pense que Emmanuel Macron est quand même est un homme politique très averti. Et je pense qu'il aborde la relation, alors pas du fait religieux, mais de l'instrumentalisation du fait religieux. Je pense qu'il aborde de manière intelligente et pertinente et que ça va porter ses fruits. Alors peut-être pas maintenant, mais dans quelques mois, voire quelques années, je pense qu'on va sentir une réelle différence dans la manière d'aborder le culte en France. Voilà, on le voit depuis qu'il est élu, déjà on a moins de polémiques, en tout cas les sujets sur tout ce qui était le halal à la cantine et les conneries comme ça, ça remonte pas à la surface, c'est verrouillé. Et puis, on va pas s'en plaindre. Hein. Alors, autre chose dans le zapping, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'instaurer un service militaire obligatoire et universel supervisé par l'armée pourrait plutôt prendre la forme d'un parcours citoyen obligatoire d'1 semaine par an au collège. C'est ce vers quoi se dirigent les députés en charge d'établir un rapport qui sera rendu public à la fin du mois. Il ne s'agit que de pistes pour le moment, mais pour Philippe Tournier à la tête du principal syndicat des chefs d'établissement, ce revirement est surprenant. Écoutez.
Et ce qui surprend un peu, c'est qu'on est effectivement très très loin des annonces présidentielles sur le rétablissement d'un service national. On a là simplement une forme d'amplification de quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle le parcours citoyen au collège et au lycée. Mais le président de la République, lors de la campagne, avait eu des précisions beaucoup plus grandes. Rien de neuf, si ce n'est que effectivement la mise en place d'un service national se heurte à des difficultés logistiques considérables, par exemple l'hébergement, et que, comme d'habitude, on se retourne vers l'école pour régler tous les problèmes et prendre en charge toutes les questions. Alors il est vrai que les collèges s'occupent déjà de former des jeunes au permis de conduire, alors pourquoi pas effectivement au service national, mais on peut pas en même temps charger l'école de tout et n'importe quoi et lui dire dans le même instant qu'elle devrait s'occuper d'abord de son cœur de métier, qui est peut-être par exemple de s'occuper des questions de lecture, de mathématiques, dont les enquêtes internationales montrent que notre pays devrait se préoccuper beaucoup. Voilà pour ce changement, pour le sentiment de Philippe Courrier, donc à la tête du principal syndicat des chefs d'établissement sur France Info. Surprenant ce changement, dit-il. Morad, pour le service militaire, t'es favorable toi ? Moi, je suis pas favorable parce que moi je trouve que c'était une réforme c'est une loi qui date de 96, la professionnalisation des armées, et je trouve qu'elle était pertinente cette loi parce que on pouvait pas, c'était pas le rôle de l'armée de sociabiliser ou en tout cas de récupérer tous ceux qui allaient mal ou tous ceux que la France n'arrivait pas à intégrer socialement par le travail ou par la scolarisation. Donc et c'était pas forcément des gens qui étaient aptes à les combattre sur des terrains ennemis. Donc on a fait la professionnalisation des armées en 96. Voilà, qui parlait quand même de discipline, ça faisait du bien quand même. Ouais, mais c'était une discipline sur 18 mois et après la discipline est partie. Mais c'était pas le rôle de l'armée en tout cas de. À l'époque, quand tu faisais l'armée, me raconte mon père. Je peux te dire que ça te marque. C'était ton père, mais notre génération, ça marque personne parce que l'armée était déjà moins stricte et. Quand tu faisais les 3 semaines de classe, je peux te dire que tu t'en souvenais. Ouais, mais on n'était pas dans les périodes de longs conflits comme on le dit aujourd'hui. Et je vois mal une personne désœuvrée socialement enrôlée au service militaire aller défendre la France au fin fond de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc la professionnalisation, ça a été une bonne chose. Maintenant, un parcours civique, pourquoi pas, mais pourquoi le faire avec des collégiens puisque le service militaire par définition s'adresse à des personnes majeures. Donc oui, mais alors le faire glisser sur des lycéens plutôt. Bon, on va parler d'un autre sujet qui est peut-être pas forcément très médiatisé, mais c'était important de le donner ici, de l'invisibilité des femmes à l'Assemblée nationale. Proportion de femmes et d'hommes élus en 2012 et 2017, on fait souvent dire ce que l'on veut aux chiffres finalement. Alors oui, c'est une avancée notoire, les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'Assemblée nationale, mais cette avancée est un leurre puisqu'elles n'occupent finalement pas de poste à responsabilité morale. Et cela dure depuis 1958 ainsi. 224 femmes ont été élues en juin lors des dernières élections législatives, 224 sur 577. Ce n'est pas la moitié, mais on s'en approche. Mais aucune d'entre elles occupe un poste prestigieux au sein de l'hémicycle. Depuis les premiers pas de notre 5e République, aucune femme n'a accédé au perchoir, par exemple, le fameux fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Quatrième personnage de l'État, rappelons-le, c'est François de Rugy qui a été nommé à ce poste après quelques courtes rumeurs, c'est vrai, d'une possible présidente. Mais du côté des groupes parlementaires, y a-t-il des femmes qui a aussi des postes de présidente? Eh bien la réponse est non. Aucune, 8 postes et aucune donc femme à l'horizon. Et ce encore une fois depuis 1958. Seules Barbara Pompili et Cécile Duflot ont co-présidé le groupe Europe Écologie Les Verts, aux côtés de François de Rugy d'ailleurs, entre 2012 et 2016. Et ils sans surprise, aucune, ce phénomène se perpétue aussi au-delà du Palais Bourbon. Du côté des collectivités territoriales, on compte à ce jour en France seulement 16% de femmes maires, 40% donc de conseillères municipales et 50% de conseillères départementales. En revanche, l'espoir est permis si l'on jette un œil au poste moins prestigieux, si je puis dire ainsi, à l'Assemblée nationale. Il y a 3 vice-présidentes pour 3 vice-présidents. Il y a encore, comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail à faire, mon cher Morad. Ben c'est le côté, c'est le revers de la médaille de toutes ces histoires de discrimination positive, puisque la parité homme-femme fait partie de ce grand fourre-tout qu'est la discrimination positive. Et on se le prend dans la tête. Et moi, ça me ramène un souvenir. Dans les années 2000, j'avais fait partie des personnes qui étaient en charge d'amener au concours de la police nationale les gens de la diversité. C'était une ouverture qui se faisait pour les jeunes de la diversité, puisque la police nationale était réputée pour ne pas accueillir de blacks et de beurre. Et on avait fait un recrutement.
on avait eu des financements pour la formation au concours, et on a présenté des candidats. Et on s'est aperçu que c'était pas les meilleurs qui avaient été retenus, mais les premiers. Alors je m'explique. C'était les premiers qu'on avait inscrits au concours qui avaient été retenus. Alors ni sur le critère de leur capacité ou intellectuelle ou sportive, mais juste sur le critère de vous avez été les premiers inscrits, allez on vous prend vous les premiers, on en remplit les quotas, on doit plus rien à personne, on passe à autre chose. Et c'est pareil pour la parité homme-femme. Une fois que les places des femmes sont bien remplies sur les fiches déposées à la préfecture lors des élections politiques, eh ben on se soucie pas de savoir si on a pris les meilleures ou les plus pertinentes. On est juste content d'avoir rempli la cage parité homme-femme. Ouais. En fait, on se contente de se le prendre dans la tête, effectivement. C'est des quotas, la discrimination positive, voilà. Mais 224 femmes, donc, élues, lors des dernières élections, c'est un peu mieux que d'habitude. Mais, comme je le répète, elles occupent aucun poste à responsabilité. Mais là, après, je vais faire hurler les ménagères et les féministes qui nous écoutent. Il faut le prendre au second degré, ce que je vais dire. Méfie-toi. La femme la plus puissante des États-Unis n'était pas forcément élue, elle était la femme d'un élu. Et Michelle Obama était sûrement la femme la plus puissante de cette dernière décennie. Voilà. Ouais. Des fois, le mandat ne fait pas le pouvoir. Hein. Et puis on dit toujours que derrière un grand homme se cache une femme. Mais bon, ça suffit aussi ce genre de truc. Non, mais c'est vrai que il faut que la parité homme-femme et que le combat féministe sort de ces quotas, de cette discrimination positive, et que ben, je crois que c'est au Danemark qu'il y a une loi qui est passée où maintenant il y a une égalité de salaire. Et ça passe par ça en fait. Ça aussi, il y a un travail à faire sur l'égalité salaire. Il faudrait commencer par ça. Ouais. Une petite info en bref avant de parler du Maroc. Et là, on va peut-être ouvrir un dossier un petit peu tabou, un petit peu sensible, mais tant pis, on est là pour ouvrir tous les sujets et sans langue de bois dans cette émission. L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté un nouveau missile près de sa frontière avec le Yémen. Un peu plus tôt, les Houthis qui contrôlent Sanaa avaient indiqué avoir procédé à un nouveau tir en direction de la province saoudienne de Najran. C'est le 3e missile balistique qui est tiré en direction du territoire saoudien par la rébellion chiite yéménite. Pour Riyad, ce nouvel épisode prouve, je cite, le soutien qui leur est apporté par l'Iran, évidemment. Et puis en Égypte, une montgolfière s'est écrasée ce matin près de Luxor, un site très touristique, un accident qui aurait fait un mort, un touriste sud-africain. On déplore également 12 blessés. C'est le 2e accident de ce genre dans le pays au cours de ces 5 dernières années en Égypte. Et puis en France, l'exécutif donc l'a promis, il tranchera d'ici fin janvier sur le projet de construction de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, dans l'ouest du pays. Pour l'aider à prendre sa décision, une ultime phase de consultation démarre aujourd'hui pendant plusieurs jours. Plusieurs dizaines d'élus locaux vont se succéder dans le bureau du Premier ministre à Matignon. Ils viendront exposer à Édouard Philippe leur position sur le sujet. Voilà pour Notre-Dame-des-Landes, mais visiblement, je pense qu'on se dirige plus vers l'agrandissement de l'aéroport actuel. De Nantes. Sauf que le groupe Vinci, l'entreprise Vinci, a déjà commencé à percevoir des intérêts de pénalité qui sont déjà s'élèvent à des dizaines de millions d'euros. Et ça, c'est quand même grave, quoi. Parce que l'indécision politique fait que les contribuables français financent, indemnisent un groupe pour des travaux qui vont sûrement ne pas avoir lieu. Et si l'aéroport ne se fait pas, Vinci sera indemnisé à hauteur du montant du marché de l'aéroport qui devait être construit. On parle d'1 milliard d'euros. Ouais, mais en tout cas, a priori, on se dirige plus sans trahir aucun secret, mais vers l'abandon du projet de l'aéroport. Voilà, donc ce milliard, tu l'ajoutes au milliard de l'écotaxe. Merci François Hollande. Tu l'ajoutes aux frégates. 1 milliard 200 millions. Merci François Hollande. Je veux dire, si on cumule tous les pots pourris qu'il nous a laissés, je pense qu'à un moment donné, il mérite le tribunal, ce bonhomme. L'exécutif est assez malin parce qu'il dit que dans le référendum, il n'y avait pas eu la proposition de l'agrandissement d'aéroport. La question a été mal posée, donc pour l'exécutif, finalement, le référendum est caduc. Puis l'aéroport de Nantes suffit largement et qu'on sait très bien que derrière Notre-Dame-des-Landes, c'est pas un besoin logistique qui prévaut, c'est surtout une guéguerre de territoire entre les uns et les autres. Alors, on va maintenant parler du Maroc, si vous voulez bien. On va s'y rendre ensemble dans ce beau pays qu'est le Maroc. Est-ce que le Maroc en fait-il assez pour lutter contre le tourisme sexuel ? Voici un nouvel fait divers, un incident au travers de cette histoire, cette question, bien sûr, comment éradiquer et lutter contre le tourisme sexuel, puisqu'on apprend que la police judiciaire de Fès a interpellé mardi 2 janvier dans la soirée un touriste français de 58 ans soupçonné d'agression sexuelle sur 2 filles mineures. Selon la direction générale de la Sûreté nationale DGSM, les éléments de la brigade de police touristique de Fès étaient intervenus mardi soir dans un atelier de couture à la Médina après le rassemblement d'un groupe de citoyens autour d'un ressortissant français soupçonné d'avoir eu des actes sexuels avec 2 filles âgées respectivement, mesdames, messieurs, de 10 et 13 ans.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'intéressé résidait chez la famille de l'une des deux victimes, ajoute la même source, d'autant qu'un objet en plastique utilisé dans des simulations à caractère sexuel a été saisi sur le touriste français. Le touriste français ainsi que le propriétaire de l'atelier de couture ont été placés en garde à vue, à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cette affaire. L'incident a provoqué de vives protestations dans le quartier de la Médina. Le présumé pédophile a failli d'ailleurs être lynché par la foule si la police ne l'avait pas intervenu pour l'interpeller. Au travers de ce fait divers, Morad, auditrice, auditeur, une question. Le Maroc fait-il assez pour lutter contre ce fameux tourisme sexuel qui perdure, qui s'est amplifié au cours de ces dernières années? On le sait, ne trahissant aucun secret. Et parlant sans langue de bois, je veux dire, il y a même, sans donner de nom, de grandes personnalités en France qui vont pratiquer ce genre d'actes au Maroc, parce que c'est possible. Pourquoi, Morad? Alors pourquoi, je sais pas. Moi, j'ai hérité des sujets les plus sensibles apparemment. Mais je vais pas me dérober. Moi, je pars d'un constat, c'est que depuis que Mohamed VI est roi du Maroc, le Maroc s'est modernisé dans ses institutions, dans sa démocratie, dans ses équipements, ses infrastructures, et ça demande beaucoup d'énergie et de moyens. Donc à un moment donné, on ne peut pas demander à un pays, à un royaume qui revient de loin quand même, parce que le Maroc, il y a 40 ans, c'était un peu le tiers-monde, niveau PIB et niveau équipement. Donc on a un pays qui s'est structuré, on a des lignes TGV qui s'ouvrent en ce moment, on a des gares qui sont super modernes, des aéroports qui fonctionnent très bien, touristiquement ils sont au top. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de combattre tous les fronts. Donc ils ont mis le paquet sur le côté économique pour pérenniser l'économie de leur pays, et je pense que ça c'est de bonne guerre. Et c'est vrai qu'ils sont un peu légers sur tout ce qui est lié au trafic d'enfants, au trafic de la drogue, notamment du shit, et tout ce qui est tourisme sexuel, qu'il soit pédophile, homosexuel et hétérosexuel, puisque la prostitution est quand même quelque chose de courant et de très visible au Maroc. Alors, est-ce qu'il n'a pas mis les moyens suffisants? Ça, je ne saurais pas répondre. Est-ce que c'est un fléau propre au Maroc? Je vais dire que non, parce que même des pays sacrés comme l'Arabie Saoudite, on y retrouve la prostitution, la pédophilie, les parties fines et tout le reste. Et quand c'est pas en Arabie Saoudite, les Saoudiens viennent à Paris et s'amusent aussi de tout ça. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Maroc a combattu beaucoup est parti sur des combats qui étaient assez lourds à gérer économiquement. Il a un peu délaissé, je pense, volontairement ces côtés-là, parce que d'un côté, ça nourrissait aussi une grosse partie de la population. Et ça, il faut pas le négliger, parce que derrière les pédophiles, il y a un business de la prostitution. Les parents et les apporteurs d'affaires sont rémunérés par les pédophiles. Donc il y a tout un tissu économique qui est lié à ces choses sales qui sont la drogue et la prostitution et la pédophilie. Et est-ce que le Maroc aujourd'hui a la capacité financière d'amener à manger et à boire à tous ces gens qui aujourd'hui vivent de ces fléaux? Voilà, alors je vais poser une question volontairement provocatrice, pardonnez-moi d'avance. Je vais me faire lyncher peut-être, mais est-ce que les gens, en l'occurrence les hommes, dans cette nouvelle génération, ont-ils un problème avec les femmes? Quand on voit ce qui s'est passé par exemple à Casablanca, et qu'on voit que le maire de Casablanca émet l'idée de faire des bus roses uniquement réservés aux femmes pour pas que elles se fassent embêter sexuellement, pas qu'elles subissent pas d'agressions sexuelles. Est-ce qu'ils ont un problème avec les femmes finalement? Alors, je parle pas du Maroc, je vais parler des Maghrébins. Non, on parle en globalité, en général. Moi, je vais parler des Maghrébins et voire des musulmans. Alors, les Maghrébins, est-ce qu'ils ont un problème avec les femmes? Non, ils ont un problème avec la sexualité. C'est ça le fond du problème. Quel est le problème avec la sexualité? On a un problème, je m'intègre, on a un problème avec la sexualité, on a une sexualité qui est taboue, qui est verrouillée, pour des raisons culturelles et des raisons religieuses. Je vais pas les débattre, je suis pas là pour ça, mais en tout cas c'est un fait. On est des voyeurs. Aujourd'hui, on montre du doigt l'homosexualité. Moi, j'ai réalisé un reportage en 2013 sur l'homosexualité en Algérie. C'était un parallèle que je voulais faire par rapport à la loi pour le mariage pour tous en France. Et je me suis intéressé, je me suis dit, puisqu'en France aujourd'hui on en est arrivé au mariage pour tous, qu'en est-il en Algérie? Alors je suis parti en Algérie parce que je suis algérien et que c'était plus facile pour moi de rencontrer des homosexuels là-bas, et j'ai été effaré par leurs témoignages. Ils m'expliquaient que le nombre, ils avaient plus de facilité à être homosexuels en Algérie que d'être hétérosexuels. Ils avaient des relations dans des endroits qui étaient identifiés, donc
toléré par les autorités, puisque l'homosexualité en Algérie est quand même punie de 3 ans d'emprisonnement. Lorsque vous êtes pris en flagrant délit, c'est 3 ans d'emprisonnement, sans compter que vous êtes affiché publiquement et que vous avez droit à votre vie sociale est morte, quoi. Vous n'avez plus de vie sociale. Et donc il m'expliquait que il y avait des codes et que les milieux politiques, les milieux d'affaires, les milieux judiciaires, les milieux policiers étaient tous trempés, que les homosexuels étaient à tous les niveaux du pouvoir et de l'État. Et donc il me disait qu'en fait c'est juste un problème de sexualité refoulée qui faisait que les Maghrébins, ou en tout cas les Algériens, montraient du doigt tout ce qui n'était pas normal. Et pour exemple, en Algérie, la plupart des grands chanteurs aujourd'hui les plus populaires, c'est Cheb Abdou, c'est Houali Dauphin, tous ces gens-là qui sont transgenres, très efféminés, maquillés, des bagues en or à tous les doigts, qui se déambulent comme des femmes. Ces gens-là ne choquent pas. Quand on danse sur leur musique à eux, on n'est pas choqué. Et par contre, on est choqué quand on voit 2 hommes marcher main dans la main. Et là, on voit bien la dichotomie d'interprétation et d'approche qu'on a de la sexualité. J'ai pris le cas des homosexuels parce que c'est le plus flagrant, mais en tout cas, il est clair que les Maghrébins ont un problème avec la sexualité et même avec la pratique même en tant qu'hétérosexuel de certaines pratiques sexuelles. Il y a beaucoup de chaînes. J'étais étonné. Il y a beaucoup de chaînes arabes qui diffusent des films pornographiques. De toute façon, c'est hallucinant. Mais moi, je me rappelle dans les années 80, quand j'allais en Algérie, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, 8 ans, et je me rappelle, on jouait au foot dehors, et puis à 8h, tout le monde rentrait à la maison, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'était l'époque où on diffusait la série V en Algérie, je sais pas si tu te rappelles de cette série, mi-homme, mi-extraterrestre, mi-lézard, et tout ce qui montait, parce qu'il fantasmait sur Diana, la chef des rebelles, elle avait juste un décolleté où on voyait le haut de la séparation de sa poitrine, et c'était le film érotique à voir à tout prix, quoi. Un peu le Emmanuel en France, quoi. Voilà. Mais il faut pas en oublier quand même qu'on parle bien de ces salauds qui viennent dans des pays comme le Maroc pratiquer tranquillement leur fameux tourisme sexuel. Ouais, mais il y a une impunité. Excusez-moi, il n'y a pas de mot assez fort pour les qualifier. Tout à fait, il y a une impunité qui est flagrante et comme on parle de gamins de 10-13 ans quand même, faut arrêter, quoi. Ouais, il y a une réelle impunité. Je pense que le paquet a été mis dans d'autres domaines et qu'on a laissé ce qui nourrissait le peuple au peuple. La drogue, la prostitution, la pédophilie, ça nourrit le peuple. Bon. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Eh bien, on vous a nourri, vous avez de quoi alimenter Libertad dans un instant. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bon, je pense qu'on vous a donné, messieurs, de quoi commenter et de quoi avoir à dire dans Libertad qui va démarrer maintenant de ce pas avec Morad Goual aujourd'hui. Allez-y en toute liberté sur France Maghreb 2. On n'en oublie pas le respect, tout ce qui va avec, évidemment, et tout est permis dans cette émission. Pour le reste, vous connaissez les règles. 01, si y en a un évidemment qui déborde, c'est raccrochage au nez direct. Vous connaissez, on ne déroge pas avec la règle. C'est parti donc pour Libertad. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom. C'est Jamel. Bonsoir. Je vais en profiter pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Salut Jamel. Et à tous les auditeurs. Moi, c'était juste pour donner une info. J'ai été qu'une fois au Maroc dans ma vie. Bon, je suis marié quand même avec une Marocaine, quoi. Ah, quand même, ouais. Et bon. Bref, je sais qu'une chose, c'est que j'avais une amie là-bas sur place et je leur avais conseillé, tu sais, pour les pédophiles, tout ça, d'appeler l'ambassade. Eh ben, elle m'a dit viens, elle m'a pris au mot, elle m'a emmené à la cabine téléphonique, on a appelé l'ambassade de France. Mais le téléphone, il est toujours occupé, bizarrement. On l'a appelé au moins 10 fois dans la journée, il est toujours occupé. Mais c'est quand même aux forces de police marocaines de régler ce problème. Aussi, il y a pas, oui, bien entendu, mais c'est aux polices marocaines de régler ce problème. Ouais. Je pense que on les aide pas réellement à se débarrasser du problème. Mais non, parce que ça nourrit tellement de gens aussi cette histoire que c'est ça le drame. Ouais. Voilà. Merci Jamel, merci de ton appel. 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000 si vous nous appelez de l'étranger, comme ce fut le cas il y a encore quelques jours pour participer à Libertad et donner votre avis. Chacun peut le faire dans Libertad, dans cette émission. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît. Bonsoir Christophe, c'est Mohamed de Montreuil. Salut Mohamed de Montreuil, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour revenir sur le chroniqueur qui a parlé sur la sexualité, la sexualité en Algérie. Bon. Au Maghreb en général. Ouais, il a parlé de l'Algérie parce qu'il a fait un reportage là-bas, oui. Je parle sur un cas précis qui est l'Algérie, quoi. Je trouve que bon, c'est un peu exagéré parce qu'ils le vivent tellement bien. Et je connais un coin qui s'appelle Maxence,
vers Alger. Et c'est un coin de rendez-vous où il y a énormément. En bas de la Grande Poste, c'est ça? Comment? En bas de la Grande Poste d'Alger. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres coins aussi. Franchement, ils le vivent très très bien. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce qu'il a dit, Mohamed. Mourad, il le disait qu'il était plus facile, selon lui, d'être homosexuel en Algérie que maghrébin en France et homosexuel. Ah oui, tout à fait. Ouais, voilà. Non, c'est ce que je dis. Voilà. Pour moi, mais bon, c'est vrai qu'en quelque sorte, nous, ils le vivent pas vraiment. Moi, j'ai un ami d'enfance, on a été à l'école ensemble. J'ai grandi là-bas. Et cette personne, il s'appelle Gloria depuis belle lurette et jusqu'à présent, quand je le croise, c'est toujours avec les gestes, le vernis, tout ce qui suit, mais ça ne dérange absolument personne. Moi-même, personnellement, c'est un ami d'enfance, on a été à l'école ensemble. Après, ce qu'il fait ou sa vie, ça me regarde pas, quoi. Voilà. Ok, Mohamed. Écoute, c'est dit, mon pote. Merci beaucoup, en tout cas, depuis Montreuil, et bon week-end à toi. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, Christophe, et bon courage. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Vous voyez qu'on est capable de parler de tous les sujets, y compris les sujets tabous, et je pense d'ailleurs qu'il faudra qu'un jour on s'intéresse à ça. Les sujets ne sont pas tabous. Non, mais que c'est considéré comme tabou, beaucoup de sujets sur la sexualité, etc. Il faudrait qu'on invite des spécialistes parce qu'il va falloir qu'on en parle et qu'on mette les vrais sujets sur la table parce que ça occasionne de réels problèmes. La sexualité, oui, il y en a plein des appels. La sexualité chez les jeunes en particulier qui se marient aujourd'hui, les femmes en subissent des conséquences. C'est un drame. France Maghreb 2, bonsoir. Ah bah oui, tiens, il le fallait lui. Et puis quand on parle de l'homosexualité, c'est les hommes et les femmes aussi. Hein. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas que chez les hommes, évidemment. 01 40 33 9000, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Shadia de la Grande Colombe. Bonsoir Shadia. Oui, qu'est-ce qu'il y a Shadia? Bonne année à tout le monde. Bonne année Shadia. Bref. Et moi je sens mauvais Shadia. J'ai pas le droit de dire bonjour moi. Mais si elle a dit bonne année. Bonjour à tout le monde. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Bonjour à votre invité. Voilà. Alors moi, la sexualité par rapport aux Maghrébins, on a un gros problème. C'est surtout les hommes. Les hommes, ils s'imaginent que nous sommes des êtres sexuels qui doivent faire ce qu'ils veulent de nous. Non, je suis désolée. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Ça veut dire quoi ça exactement? C'est quoi ce que tu veux dire, Shadia? Bah c'est clair. Non mais justement, j'aimerais qu'on aille plus loin quoi. Dans le bon. Ah c'est clair. C'est clair que les hommes ils croient qu'on a des dispositions, qu'on a envie. Il y a une sexualité sans sentiment. C'est une sexualité sans sentiment, c'est une sexualité d'instinct. Voilà, sans sentiment. Allez, tu écartes les jambes, on fait ce qu'on veut de toi et voilà. Non, je suis désolée, on est des femmes. Ça, quand on a envie de dire non, on dit non. C'est de l'ignorance. Oui, mais c'est un problème récurrent aujourd'hui. C'est vraiment total. C'est vrai qu'on a. Moi personnellement, j'en parle ouvertement, oui, mais je veux dire, il y a pas. Comment nos parents nous ont fait, hein? Moi, j'en parle avec ma fille. J'en parle. Je lui dis des choses. Je lui explique comment. Voilà. Mais il faut pas. Bah justement, le rôle des parents est important. C'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas à l'époque, Mourad. On n'en parlait pas parce que moi, tu sais qu'à l'époque, j'en parlais pas avec mes parents. Voilà, oui. Parce qu'il y avait une espèce de pudeur. Ça me fait rire qu'on critique aussi bien les homosexuels. Chacun de sa vie. On ne va pas les critiquer. On fait pire chez nous. Il y a pire de choses chez nous. On parle de la pédophilie, il y a plein de trucs qui sont cachés. Moi, c'est des histoires. Mais bref, on arrête de polémiquer, qu'on arrête de dire les choses. Voilà. Merci Shadia, merci. Voilà. Bon. Ok, les femmes ne sont pas des objets sexuels, mon cher ami Mourad. Non, mais je suis d'accord et ça rejoint le propos que je disais. On a un gros problème avec la sexualité. Nous, les Maghrébins et les musulmans, elle est refoulée. Bon, je rappelle quand même qu'on est parti du problème marocain, c'est problème de tourisme sexuel quand même. Hein. C'est voilà, je veux dire, c'est bien aussi de s'autocritiquer, mais faut aussi parler de ce problème. Et là, en l'occurrence, qui concerne pas des majeurs, mais des mineurs. Les Marocains sont à l'écoute, ça serait bien d'avoir du tourisme sexuel de ces salauds qui viennent dans ces pays comme le Maroc, mais qui n'est pas le seul. D'autres pays, on peut en citer plein, pour pratiquer le tourisme sexuel. Le fameux Monsieur Berger, là, le concubin, le mari de. Oui, bon, on va éviter de donner des noms. Allô, bonsoir. Allô. Non, t'as pas décroché. Ah bon, si je fais des conneries. Bonsoir. Allô, il y a quelqu'un ou pas? Allô, la Terre, ici la Lune. Bonjour. Bon, ok, 01 40 33 9 j'aimerais bien en prendre un dernier ou une dernière pour ce soir et pour cette semaine.
avant le week-end, bien sûr, messieurs, dames. 01 40 33 9000 si vous voulez ça serait bien de intervenir. faire une émission complète dédiée à justement... Avec des spécialistes. Ouais, pourquoi pas. Bon, on n'est pas spécialistes, nous. Un peu, moi, quand même, non? Bah non, non, chacun sa spécialité. Non, mais j'ai eu à traiter le sujet avec Après, il faut pas non plus globaliser, généraliser, à dire que tous les hommes sont des pervers narcissiques. Faut arrêter le délire aussi, hein. Voilà. Non, pervers narcissique, ça c'est un mot à la mode. Ouais, voilà, c'est utilisé par tous les psychologues toutes de les base. nanas qui sont déçus de leur mariage. C'est ça. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Ici Jawad de Clermont-Ferrand. Bonsoir Jawad de Clermont-Ferrand, bienvenue à vous. Merci, je vous remercie à vous et à votre invité. J'écoutais ce qui se passait de votre côté et je voulais intervenir en fait pour... Après, les choses aussi, c'est le contexte, il faut mettre les choses dans le contexte. On est des pays musulmans avant tout. On vit selon nos religions parce qu'on est reconnu comme pays musulman. Et la sexualité chez nous, je pense que c'est plus la question des médias et tout aujourd'hui. Quand vous regardez la télévision et qu'à partir de 17h ou 18h ou même en pleine journée, vous avez des pubs pour, admettons, un shampoing avec une femme à moitié nue. Je trouve pas ça normal. Après, c'est plus le contexte dans lequel on vit au jour le jour qui fait qu'on est sorti du droit chemin parce qu'après, le droit chemin, si on le suit, on a aucun problème pour tout. Mais c'est à propos de quoi que tu le dis ça? En parlant de quel sujet précis dans la sexualité? De l'homosexualité? De quoi? De la femme. Du contexte. En fait, moi je parlais par rapport à, j'ai suivi Nadia ce qu'elle disait, et après oui, l'homosexualité aussi, c'est un autre débat, mais l'homosexualité, moi après j'ai pas envie de dire vraiment ce que j'en pense pas du mal, hein. Mais après moi je me dis l'homosexualité, c'est certaines personnes qui sont nées comme ça. Moi après si quelqu'un le prend mal, mais voilà, pour moi c'est comme une maladie à un certain degré. Certaines personnes, moi je me dis on a un chemin droit, se détournent du chemin et veulent tenter autre chose. Et après, c'est pas pour ça que j'irai leur faire du mal ou autre. Je les côtoierai même sans problème, j'en côtoie au jour le jour au travail ou même des voisins ou autres. Et je suis aimable, j'essaie d'être plus aimable. Je ne fais pas de différence, tout simplement, je les vois comme d'autres personnes. Tu sais, quand j'ai fait il faut qu'on finisse, les gars. J'en ai pour 30 secondes. Quand j'ai fait mon documentaire en 2013, j'ai interviewé deux personnes, un sociologue et Hani Ramadan, le frère Tariq Ramadan. Ouais. Donc lui, sa position, je vais pas la trancher pour le coup. Mais le sociologue m'a mis sur une piste, il m'a dit c'est très simple. Aujourd'hui, ce qui n'est pas toléré par la religion ou par la société, c'est ce qui n'est pas la normalité. Et il m'expliquait, c'était son propos, c'est pas, moi je vous redis ce que lui me disait, hein. Il m'expliquait que pour lui la normalité c'était la majorité. Donc si la majorité des gens aujourd'hui étaient hétérosexuels, on considère que la normalité sexuelle c'est l'hétérosexualité. Mais que si à l'époque où les religions sont arrivées, la normalité était comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, la débauche, la luxure ou voire l'homosexualité, la normalité aurait été la débauche, la luxure et l'homosexualité. C'est des fois, alors il m'explique ça avec ses mots à lui, je le retranscris mal. Oui, non, il a pas tort non plus, hein, je dis pas le contraire. C'est la majorité qui fait la normalité. Bon, les gars, on y va. Merci Jawad. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon Mourad, merci beaucoup. Tu vois que je t'ai pas épargné pour ta première de l'année 2018 avec des bons sujets, des vrais, des durs, des les auditeurs aiment ça. Les auditeurs ça balance quoi. Les auditeurs. La semaine prochaine, Mourad. Inch'Allah. Tu seras avec Tariq parmi la semaine prochaine. S'il veut bien revenir, hein, il me boude, je crois. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, il m'a dit que je prenne trop la parole et que c'était quelque chose de difficile à vivre pour lui. Merci Mourad. Bon week-end, 18h04 sur France Maghreb 2. Nous on revient lundi dès 16h évidemment pour une nouvelle semaine du LGF. Restez bien connectés aux réseaux sociaux. LGF officiel sur Twitter, Facebook, Christophe Le Grand Forum. Il est 18h04. Oula, Marine Garel pour l'actualité. Bonsoir. Bonjour à tous. Malgré les vives critiques, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan à Paris. L'Élysée estime important de maintenir le dialogue sans pour autant cacher les divergences. Il s'agit de la première visite du président turc importante au sein de l'Union européenne depuis le putsch manqué de juillet 2016 dans le pays. Et le Conseil d'État vient de valider la décision des médecins de l'hôpital de Nancy d'arrêter les soins d'une adolescente de 14 ans dans le coma depuis le mois de juin. Une décision prise contre l'avis de ses parents. Le Conseil d'État estime, je cite, qu'au vu de l'état irréversible de perte d'autonomie de l'enfant qui la rend tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable. Airbus discute de la vente d'au moins 100 avions à la Chine durant la visite d'Emmanuel Macron ce dimanche. En effet, le chef de l'État se rendra à Pékin accompagné de plus de 50 chefs d'entreprise. De nouvelles commandes d'Airbus, notamment d'Airbus A320 et A330, destinées au marché régional chinois, sont attendues.
Les services de renseignement de l'État ont-ils failli? Selon Mediapart, un membre des services de renseignement français aurait, sur demande de sa hiérarchie, post-daté un document réalisé une semaine avant l'attentat de Saint-Étienne de Rouvray, un attentat survenu en juillet 2016 où le père Jacques Hamel avait été assassiné. Et dans l'actualité internationale, sachez que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui à la demande de Washington pour examiner la situation en Iran. Le pays connaît de vives contestations anti-gouvernementales depuis plusieurs jours. Hier, des rassemblements en faveur du gouvernement ont aussi été organisés à Mashhad, deuxième ville du pays. Et côté sport, nous avons un gagnant en Coupe du Monde de biathlon. Le Français Martin Fourcade signe là sa 3e victoire de la saison en remportant le sprint d'Oberhof en Allemagne. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.